les origines de la chevalerie, des guerriers montés au code médiéval. Le doux crépitement du feu, le bourdonnement tranquille de la nuit et le tintement lointain des armures. Il est facile de se laisser emporter par une époque différente, n'est-ce pas? Ce soir, faisons un voyage tranquille dans un monde de chevaliers, d'honneur et de la naissance d'un code qui façonnerait l'Europe pendant des siècles. Si vous aimez voyager à travers l'histoire avec moi de cette façon, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Essayons d'atteindre 1000 likes ce soir en hommage à ces histoires fascinantes de courage et de loyauté. Bien avant les armures brillantes et les grands tournois, il y avait des guerriers à cheval, se déplaçant rapidement à travers les champs de bataille européens. Ces combattants montés n'étaient pas encore les nobles chevaliers que nous imaginons souvent dans les livres d'histoire. C'étaient des soldats pratiques et lourdement armés, valorisés pour leur rapidité et leur habileté, mais leurs actions étaient assez plus guidées par la survie que par un ensemble formel de règles. Pourtant, même à ce stade précoce, les graines de la chevalerie prenaient lentement racine, façonnées par les besoins changeants de la société médiévale. Un moment crucial dans le développement de la chevalerie est survenu avec Charlemagne, le grand roi des Francs, au 8e et 9e siècle. Ces réformes de la cavalerie furent révolutionnaires. Charlemagne comprit que les guerriers montés pouvaient dominer les champs de bataille de manière que les soldats à pied ne pouvaient pas, mais seulement s'ils étaient disciplinés et loyaux. Il organisa ses troupes de manière méticuleuse en mettant l'accent sur l'entraînement, l'équipement et la coordination. Ces chevaliers étaient censés non seulement se battre avec compétence, mais aussi maintenir la loyauté envers leur seigneur, un précurseur du cadre éthique et moral qui définirait plus tard la chevalerie. Ces réformes n'ont pas seulement renforcé les armées, elles ont jeté les bases d'une culture d'honneur et de service qui résonnerait pendant des siècles. Au fil des siècles, l'idée de ce que signifiait être un chevalier continua d'évoluer. La chevalerie commença comme un ensemble pratique de règles pour les guerriers montés, mais au fil du temps, elle devint un code de conduite, un mélange de compétences martiales, de loyauté envers son seigneur et de comportement moral. Les chevaliers s'étaient censés protéger les faibles, servir fidèlement et agir avec honneur, non seulement sur le champ de bataille, mais dans la vie quotidienne. Cet aspect moral distingua la véritable chevalerie de la simple puissance militaire. Alors que les épées et les chevaux faisèrent un chevalier un adversaire redoutable, c'était l'adhésion à ce code qui le rendait légendaire. Les récits des chevaliers de la période médiévale précoce reflètent cette transformation. Les chroniques racontent des guerriers qui chevauchaient pendant des jours pour venir en aide à un allié dans le besoin, ou qui refusaient un avantage sur le champ de bataille pour épargner une vie innocente. Ce n'étaient pas des contes de fées, c'étaient des exemples précoces d'une société tentant de concilier pouvoir et principe. Le code de la chevalerie était autant une question de façonnement du caractère que de construction d'armée, et il devint lentement tissé dans le tissu de l'aristocratie européenne. Au moment de la haute période médiévale, la chevalerie était devenue un phénomène culturel. Les nobles et les rois l'encourageaient, les chevaliers l'aspiraient et les poètes la célébraient. Le code était enseigné aux côtés de l'escrime et de l'équitation, soulignant que la valeur d'un chevalier ne se mesurait pas uniquement par ses victoires, mais par sa loyauté, son courage et sa justice. Les réformes de la cavalerie de Charlemagne, qui avaient commencé comme des nécessités tactiques, s'étaient transformées en une philosophie directrice influençant tout, de la guerre à la littérature, le comportement courtois et même la loi. Ainsi, à mesure que nous nous enfonçons dans le calme de cette soirée, nous pouvons apprécier comment les guerriers montés de l'Europe ancienne se sont transformés en l'idéal du chevalier que nous connaissons aujourd'hui. Des cavaliers pratiques aux modèles moraux, les origines de la chevalerie révèlent un monde où bravoure et éthique se sont entrelacées, créant un héritage qui perdurerait bien après le bruit des champs de bataille. Le rôle des chevaliers dans la guerre médiévale. Les chevaliers n'étaient pas de simples figures cérémoniales en armure étincelante, ils étaient l'épine dorsale des armées médiévales. Sur le champ de bataille, ils combinaient formation, stratégie et courage, de manière à pouvoir décider du sort d'un royaume. Leur rôle était multifacette, parfois en tête de charge, d'autres fois protégeant les flancs, et toujours servant de symbole d'autorité et de moralité pour les troupes autour d'eux. Contrairement aux soldats modernes, les chevaliers ne se contentaient pas de suivre les ordres. Ils étaient censés penser tactiquement, agir avec détermination, et défendre l'honneur de leur seigneur et de leur code. Le combat monté était la marque de la chevalerie. Un chevalier lourdement armuré à cheval pouvait briser les lignes ennemies,
disperser l'infanterie et changer le cours de la bataille en quelques minutes. Les lances, épées et masses étaient utilisées avec précision, tandis que la coordination avec d'autres chevaliers amplifiait leur efficacité. La charge de cavalerie n'était pas une course chaotique. Elle nécessitait un timing, une discipline et une confiance tant envers les hommes qu'envers les chevaux. Les chevaux eux-mêmes étaient des partenaires hautement entraînés, capables de manœuvrer sous l'armure, de répondre aux ordres et même de tenir leur position au milieu du chaos. Un chevalier sans un cheval bien entraîné était en grande difficulté, mettant en lumière le partenariat entre l'homme et l'animal qui définissait la guerre médiévale. Les chevaliers jouaient également des rôles cruciaux dans les guerres de siège et la défense des châteaux. Alors que les archers et l'infanterie attaquaient les murs ou les tours, les chevaliers servirent de troupes de choc mobiles, renforçant les points faibles ou contre-attaquant lorsque des occasions se présentaient. Leur présence pouvait inspirer le moral ou intimider les assaillants, montrant que leur impact n'était pas seulement physique, il était aussi psychologique. Les réformes de Charlemagne des siècles plus tôt avaient mis en avant l'importance de la discipline et de la loyauté dans les unités montées, des principes qui persistaient et évoluaient dans les batailles médiévales ultérieures, influençant la manière dont les chevaliers étaient déployés tant dans les petites escarmouches que dans les grandes campagnes. Les tournois, souvent considérés comme de simples spectacles, faisaient également partie de la préparation d'un chevalier à la guerre. Ce n'étaient pas juste des divertissements publics, ils étaient des simulations contrôlées de bataille, enseignant la stratégie, le timing et la compétence sous pression. Les chevaliers apprenaient à anticiper les mouvements de leurs adversaires, à juger la distance et la vitesse, et à se coordonner avec leurs alliés, le tout dans un environnement sûr mais compétitif. Ces expériences se traduisaient directement sur le champ de bataille, renforçant à la fois la technique et la préparation mentale. Cependant, le rôle d'un chevalier n'était pas seulement une question de force brute. Beaucoup étaient responsables du maintien de l'ordre, agissant en tant que leaders et gérant de plus petites unités de soldats. Leur connaissance du terrain, de la logistique et de la stratégie les rendait précieux au-delà du combat individuel. Un chevalier bien formé pouvait diriger les troupes, protéger les lignes d'approvisionnement et s'adapter à des conditions en rapide évolution. La guerre exigeait de la polyvalence, et les chevaliers qui pouvaient équilibrer leadership et compétences en combat étaient souvent les plus efficaces. Le code de la chevalerie influençait aussi la manière dont les chevaliers se battaient. Bien que leur mission principale fût de servir leur seigneur et de défendre des territoires, il existait des attentes de conduite. Protéger les faibles, faire preuve de clémence envers les ennemis vaincus et maintenir l'honneur en combat était aussi important que gagner les batailles. Les chevaliers étaient humains, bien sûr, et ces idéaux n'étaient pas toujours suivis à la lettre, mais ils établissaient un cadre qui influençait les décisions sur et en dehors du champ de bataille. À la fin du Moyen Âge, le rôle des chevaliers commença à évoluer avec les changements technologiques et tactiques. Les arcs longs, les arbalètes et, finalement, la poudre à canon défièrent la domination de la cavalerie blindée. Pourtant, à leur apogée, les chevaliers étaient indispensables, combinant compétences, discipline et leadership d'une manière que les soldats ordinaires ne pouvaient pas égaler. Ils étaient des instruments vivants de stratégie, de morale et d'autorité, portant le poids de la responsabilité et des attentes. Les chevaliers dans la guerre médiévale nous rappellent que les batailles n'étaient pas seulement des concours physiques, elles étaient des exercices de coordination, de loyauté et de jugement. L'efficacité d'un chevalier dépendait autant de son entraînement, de sa stratégie et de sa conduite éthique que de son armure et de ses armes, reflétant les idéaux plus larges de la chevalerie qui façonnaient leur vie, à la fois sur et hors du champ de bataille. Ordre de chevalerie, templiers, hospitaliers et confréries militaires. La chevalerie n'était pas seulement un code personnel, elle prospérait aussi au sein de groupes organisés de chevaliers, connus sous le nom d'ordre de chevalerie. Parmi les plus célèbres se trouvent les templiers et les hospitaliers, deux ordres militaires religieux qui combinaient compétences martiales et dévotion, créant des modèles de discipline, de loyauté et de responsabilité éthique, qui ont laissé une empreinte durable sur l'histoire. Ces ordres offrent l'un des exemples les plus clairs de la manière dont les idéaux de la chevalerie pouvaient s'étendre au-delà des guerriers individuels pour s'inscrire dans une action collective structurée. Les Templiers furent fondés au début du XIIe siècle, initialement chargés de protéger les pèlerins voyageant vers la Terre Sainte. Dès le départ, ils combinèrent deux rôles apparemment contradictoires, moines et guerriers d'élite. Les Templiers suivaient des vœux stricts de pauvreté, de chasteté et d'obéissance,
mais s'entraînaient rigoureusement aux compétences martiales, dont le maniement de l'épée, l'équitation et les tactiques de siège. Leur discipline était légendaire. Des mini-histoires des chroniques racontent de petites garnisons de Templiers tenant des forteresses contre des forces largement supérieures, démontrant courage, travail d'équipe et précision tactique. Un exemple célèbre eut lieu lors du siège de Gaza à la fin du XIIe siècle, où une poignée de chevaliers templiers défendirent les murs contre une grande force musulmane, gagnant du temps pour les renforts et préservant la ville. Leur vaillance n'était pas seulement personnelle, elle était un reflet du code strict de leur ordre et de leur discipline collective. Les hospitaliers, connus officiellement sous le nom de chevaliers de Saint-Jean, commencèrent comme soignants pour les pèlerins à Jérusalem, gérant des hôpitaux et offrant une protection. Au fil du temps, ils devinrent aussi un ordre militaire, combinant soins médicaux et défense armée. Les chroniques décrivent les hospitaliers soignant les soldats blessés pendant les batailles, tout en défendant simultanément des positions stratégiques, une démonstration remarquable de l'équilibre entre compassion et responsabilité martiale. Leur travail montre que les idéaux de la chevalerie ne se limitaient pas au combat. Ils comprenaient le service, la protection des vulnérables et la responsabilité éthique, tous des aspects intégrants de la chevalerie. Même au-delà de ces deux grands ordres, de plus petites confréries militaires existaient à travers l'Europe, chacune structurée pour maintenir la discipline, la loyauté et un but commun. Ces groupes défendaient souvent des territoires, escortaient des pèlerins ou participaient aux croisades, créant des réseaux de chevaliers liés non seulement par la loyauté féodale, mais par un serment collectif et un code éthique. À l'intérieur de ces confréries, le mentorat était central. Les chevaliers expérimentés formèrent les membres plus jeunes aux compétences martiales, à la stratégie et à la conduite morale, assurant que les valeurs de l'ordre étaient préservées à travers les générations. Les jeunes écuyers apprenaient non seulement à se battre, mais à agir de manière éthique, à médiatiser des différends et à défendre l'honneur de l'ordre, alliant compétences personnelles et responsabilités sociales. La formation de ces ordres reflétait aussi des besoins sociaux plus larges. Les monarques et les nobles reconnaissaient la valeur de chevaliers disciplinés, loyaux et moralement guidés. Les réformes de la cavalerie de Charlemagne des siècles plus tôt avaient mis l'accent sur la coordination, la loyauté et l'utilisation stratégique des guerriers montés, et ces ordres militaires institutionnalisèrent ces principes à une échelle beaucoup plus grande. Les chevaliers n'étaient plus des figures isolées, ils faisaient partie de communautés avec des règles communes, des formations et une responsabilité partagée. Des ordres comme les Templiers développèrent même des systèmes administratifs sophistiqués, gérant des domaines à travers l'Europe pour financer leurs opérations, montrant que le devoir chevaleresque s'étendait à la gouvernance et à la logistique, ainsi qu'aux champs de bataille. La littérature et les chroniques mettaient souvent en lumière des actions individuelles au sein de ces ordres. Les chevaliers templiers étaient célébrés pour avoir tenu des forteresses clés contre des forces accablantes, montrant à la fois courage et cohésion. Un conte notable implique un commandant templier défendant la forteresse de Montgisard en 1177. Moins nombreux et face à une armée musulmane redoutable, les chevaliers exécutèrent une attaque précise, mettant en déroute l'ennemi malgré l'infériorité numérique. Parallèlement, les hospitaliers furent loués pour avoir sauvé des pèlerins dans des conditions dangereuses ou pour avoir maintenu des hôpitaux pendant les sièges, montrant que les idéaux de la chevalerie, honneur, loyauté, courage et responsabilité éthique, étaient vécus dans l'action. Même les mini-histoires renforcent ces valeurs. Les chroniques décrivent des chevaliers templiers, refusant d'attaquer des non-combattants, des hospitaliers soignant les blessés ennemis, et des membres de petites confréries médiatisant des différends entre seigneurs. Ces anecdotes révèlent que la chevalerie collective exigeait à la fois jugement moral et compétence avec les armes, et que le véritable honneur se mesurait aussi bien par le succès au champ de bataille que par l'action éthique. La mémoire culturelle et la littérature renforçaient l'influence des ordres de chevalerie. Les poèmes épiques et les romances mettèrent souvent en scène des chevaliers agissant collectivement pour la justice, la protection ou le service, reflétant la structure des ordres comme les Templiers et les Hospitaliers. Ces histoires servirent de modèle éducatif pour les jeunes nobles, montrant que la chevalerie pouvait être pratiquée individuellement ou au sein d'un groupe discipliné. Elles influencèrent également la littérature de la Renaissance, qui romantisa les vertus de ces ordres longtemps après que leur domination militaire se soit estompée. En fin de compte, les ordres de chevalerie représentent l'expression la plus haute de la chevalerie médiévale.
Il démontre que les idéaux de courage, de loyauté, d'honneur et de responsabilité éthique n'étaient pas seulement des aspirations personnelles, ils pouvaient être institutionnalisés, créant des communautés de chevaliers capables d'accomplir des exploits extraordinaires en stratégie, service et leadership moral. À travers les Templiers, les Hospitaliers et d'autres confréries, nous voyons que la chevalerie était à la fois pratique et aspiratoire, liant compétences personnelles et devoirs collectifs, et laissant un héritage qui influença l'histoire militaire, sociale et culturelle pendant des siècles. Même aujourd'hui, ces ordres captivent l'imagination. Leurs histoires nous rappellent que la chevalerie ne se résumait pas à combattre, c'était une question d'engagement, de discipline et de service éthique, des valeurs qui transcendent le temps et continuent d'inspirer. Les chevaliers de ces ordres nous montrent que le véritable héroïsme combine compétence et courage moral, et que la loyauté, l'honneur et le service peuvent créer des héritages bien plus grands que la gloire personnelle. L'éducation aux armes, s'entraîner à la stratégie et aux tactiques. Pour un chevalier, la compétence avec une épée ou une lance ne constituait qu'une partie de l'histoire. La véritable maîtrise nécessitait la compréhension de la stratégie, des tactiques et de l'art plus large de la guerre. L'entraînement aux armes était rigoureux, s'étendant bien au-delà des exercices physiques. C'était une éducation minutieuse en planification, en leadership et en prise de décision sous pression. Dès les premiers jours, en tant que page ou écuyer, les chevaliers étaient initiés à l'importance des tactiques. Les jeunes écuyers observaient leur maître sur le champ de bataille, notant comment les formations étaient arrangées, comment le terrain pouvait être utilisé avantageusement, et comment le timing pouvait déterminer la victoire ou la défaite. Ces leçons n'étaient pas enseignées dans une seule salle de classe, elles étaient assimilées par l'expérience et un mentorat étroit. Par exemple, William Marshall, l'un des chevaliers les plus célèbres du XIIe siècle, était connu non seulement pour ses compétences en combat personnel, mais aussi pour sa capacité à organiser les troupes et anticiper les manœuvres ennemies. Un talent forgé grâce à des années d'observation minutieuse et d'entraînement pratique. Les exercices formels jouaient également un rôle crucial. Les joutes et les tournois, bien que souvent des spectacles publics, fonctionnaient comme des simulations contrôlées du combat. Les chevaliers s'entraînaient à coordonner des charges, défendre des positions et s'adapter aux stratégies des adversaires. Ces exercices développaient à la fois les réflexes et la pensée stratégique. De plus, de nombreux seigneurs possédaient des terrains d'entraînement où des escadrons de chevaliers s'exerçaient ensemble, pratiquant les formations, les signaux et les attaques coordonnées, des compétences essentielles tant dans les sièges que dans les batailles en plein champ. L'éducation à la stratégie ne se limitait pas aux tactiques de groupe. La prise de décision individuelle était également mise en avant. Un chevalier devait savoir quand engager le combat, quand se retirer et quand tenir la ligne. Ces choix étaient souvent des questions de vie ou de mort. Les récits historiques des croisades illustrent des chevaliers prenant des décisions en une fraction de seconde pour protéger les pèlerins ou défendre des fortifications, montrant que la réflexion stratégique était indissociable de la responsabilité chevaleresque. Les réformes de la cavalerie de Charlemagne des siècles plus tôt avaient déjà mis l'accent sur la discipline et la coordination, et ce principe restait central. L'efficacité d'un chevalier dépendait de sa compréhension à la fois de son rôle et de l'opération plus large de son unité. L'étude des manuels militaires devint de plus en plus importante à la fin du Moyen Âge. Des textes comme De Re Militari de Végès étaient adaptés à l'éducation chevaleresque, enseignant les principes de la logistique, de la fortification et du leadership. Les chevaliers apprenaient non seulement à manier une épée, mais aussi à évaluer le terrain, gérer les fournitures et déployer les forces de manière efficace. La connaissance de la stratégie améliorait leur capacité à protéger les seigneurs, les alliés et les civils, tout en accomplissant leurs devoirs. Le mentorat renforçait également ces leçons. Les chevaliers expérimentés guidaient les plus jeunes à travers des scénarios pratiques, expliquant pourquoi une formation particulière fonctionnait ou pourquoi la patience dans une escarmouche pouvait prévenir un désastre. Les écuyers qui observaient et pratiquaient sous cette direction internalisaient progressivement les dimensions tactiques et éthiques de la guerre, garantissant que leurs décisions futures reflétaient non seulement la compétence, mais aussi le jugement et la responsabilité. L'éducation aux armes ne se limitait pas seulement à la bataille. Les chevaliers apprenaient aussi la diplomatie, la négociation et le leadership qui influençaient tous les résultats militaires. Savoir quand négocier, quand imposer son autorité
ou quand conseiller un seigneur était aussi crucial que n'importe quel coup d'épée. Cette approche holistique assurait qu'un chevalier puisse opérer efficacement à la fois en tant que guerrier et en tant que leader. Le déclin de la chevalerie traditionnelle, la poudre à canon et les armées professionnelles. Pendant des centaines d'années, les chevaliers ont été les héros incontestés du champ de bataille. Leur armure, leur habileté et leur courage en faisaient des guerriers d'élite de l'Europe médiévale. Mais à mesure que la fin du Moyen Âge approchait, le monde de la guerre a commencé à changer de manière dramatique. De nouvelles technologies, des tactiques en évolution et des armées professionnelles ont défié la domination traditionnelle des chevaliers, et leur rôle dans les combats a commencé à diminuer. L'une des premières menaces majeures à la suprématie des chevaliers est venue de l'arc long. Les Anglais l'ont utilisé de manière dévastatrice pendant la guerre de Cent Ans. À la bataille de Crécy en 1346, des chevaliers français lourdement armés ont chargé contre des archers anglais, seulement pour être fauchés avant d'atteindre leurs adversaires. Même les chevaliers les plus habiles, formés au combat et au tournoi pendant des décennies, étaient vulnérables aux volets de flèches. Ce changement a forcé les stratèges militaires à repenser ce qui rendait un chevalier efficace. La force et le courage personnel n'étaient alors plus suffisants. La discipline, le positionnement et la stratégie étaient redevenus tout aussi importants. La poudre à canon a encore transformé le champ de bataille. Les canons et les armes à feu ont rendu les châteaux et les fortifications, autrefois des symboles du pouvoir des chevaliers, vulnérables. Les sièges ne reposaient plus uniquement sur des assauts héroïques. Ils devenaient désormais des exercices d'ingénierie, de logistique et de puissance de feu. Le chevalier blindé, autrefois presque invincible contre les épées et les lances, faisait soudain face à des armes capables de pénétrer l'armure de plaque. Une nouvelle forme de guerre émergeait, une guerre où la mobilité, la coordination et l'infanterie en masse comptaient un peu plus que la compétence personnelle ou l'héroïsme individuel. Même les grands chevaliers historiques ont dû s'adapter. Bertrand du Guesclin, un commandant français pendant la guerre de Cent Ans, comprenait que les charges traditionnelles de cavalerie étaient moins efficaces contre les archers disciplinés et les formations d'infanterie. Il comptait sur la stratégie, les embuscades et les mouvements coordonnés plutôt que sur les exploits héroïques solitaires. Son succès montrait que les chevaliers qui embrassaient de nouvelles tactiques pouvaient rester pertinents, tandis que ceux qui s'accrochaient aux anciennes méthodes risquaient l'échec. Les tournois, qui avaient été au cœur de la formation des chevaliers et de la démonstration de leur habileté, ont commencé à perdre de leur importance pratique. Bien que les joutes et les batailles simulées divertissent encore les nobles et démontrent la discipline, elles ne préparaient plus les guerriers aux réalités de la guerre moderne. Un chevalier pouvait exceller dans les tournois, mais être désavantagé contre des fantassins entraînés armés de serres, de hallebardes ou de premières armes à feu. Le champ de bataille changeait plus vite que la tradition ne pouvait s'adapter. Ce changement a aussi eu des conséquences sociales. Les monarques se sont de plus en plus appuyés sur des soldats professionnels, des mercenaires et des armées permanentes, plutôt que sur des chevaliers individuels. Le système féodal, qui soutenait une hiérarchie de seigneurs et de vassaux avec leurs guerriers montés, a progressivement cédé la place à des forces contrôlées par l'État centralisé. Les chevaliers ont conservé leur prestige social et ont souvent assumé des rôles de gouvernance ou cérémoniaux, mais leur domination pratique dans la guerre était en déclin. La littérature de la fin du Moyen Âge reflète cette transition. Les chroniques racontent nostalgieusement les exploits héroïques des chevaliers tout en notant la montée de l'infanterie et de l'artillerie. Les récits de bravoure continuaient de célébrer le courage personnel, mais une prise de conscience croissante faisait comprendre que seul le courage ne garantissait pas la victoire. Cette reconnaissance du changement fit des chevaliers des symboles d'une époque passée, des héros dans les histoires et les légendes, plutôt que les figures centrales de la guerre contemporaine. Malgré ce déclin, les valeurs de la chevalerie, loyauté, courage et honneur, n'ont pas disparu. Même si les armées évoluaient, ces principes ont guidé le comportement des soldats, des commandants et des leaders. Les chevaliers se sont adaptés là où ils le pouvaient, influençant la stratégie, la discipline et le leadership au sein des forces professionnelles. Leur héritage a perduré dans les codes éthiques, les systèmes de formation et les idéaux culturels bien après que leurs épées aient cessé de dominer le champ de bataille. Le déclin de la chevalerie traditionnelle enseigne une leçon plus large. Aucun système, aussi dominant soit-il, ne reste inchangé pour toujours. La technologie, les tactiques et la société évoluent, et même les guerriers les plus célèbres doivent s'adapter ou se fondre dans la mémoire. Pourtant, les idéaux qui guidaient les chevaliers
Le courage sous pression, la loyauté envers une cause et l'action disciplinée se sont révélés plus durables que l'armure et les lances. Ces principes ont perduré, influençant la conduite militaire, le leadership et l'imagination culturelle pendant des siècles, assurant que l'esprit de la chevalerie ait survécu bien après la fin de sa domination pratique. Même lorsque le bruit des épées et la vue des chevaliers chargés sont devenus moins centraux dans la guerre, l'étau qu'ils incarnaient, honneur, devoir et responsabilité, a continué à façonner les armées, les sociétés et les récits que nous racontons sur l'héroïsme. Le déclin de la chevalerie traditionnelle nous rappelle que l'histoire est un récit vivant, où l'innovation défie la tradition, mais où les idéaux peuvent perdurer, guidant silencieusement les générations futures. Le monde féodal, seigneurs, vassaux et la classe des chevaliers. La vie dans l'Europe médiévale n'était pas l'épopée grandiose de châteaux et de batailles que nous imaginons souvent. Elle était structurée, organisée et étonnamment pratique. La société fonctionnait selon un système que nous appelons maintenant le féodalisme, où chaque personne avait un rôle, un devoir et une place dans une chaîne qui allait des rois aux paysans. Au sommet se trouvaient les seigneurs, de puissants propriétaires terriens qui contrôlaient les territoires, levaient des armées et rendaient la justice. Ils étaient les ancres de la vie médiévale, offrant protection en échange de loyauté et de service de ceux qui étaient en dessous d'eux. Les chevaliers n'émergèrent pas dans l'isolement. Ils faisaient partie de cette hiérarchie soigneusement organisée. Ils étaient plus que des guerriers. Ils étaient aussi des vassaux, des hommes qui prêtaient allégeance à un seigneur en échange de terres, de richesses ou du droit de combattre sous leur bannière. Cette relation était formelle, liée par des serments et des attentes. La loyauté n'était pas seulement une question d'honneur personnel, c'était le ciment qui permettait au système de fonctionner. Un seigneur pouvait faire appel à ses chevaliers pour défendre la terre ou faire appliquer la loi, et en retour, les chevaliers comptaient sur leur seigneur pour leur subsistance et leur statut. La terre elle-même définissait le pouvoir. Les seigneurs contrôlaient des domaines, collectaient des loyers et organisaient le travail. Les vassaux, y compris les chevaliers, géraient des portions de ces terres, supervisant souvent de plus petits tenanciers et assurant le bon fonctionnement de la vie quotidienne. Le système pouvait sembler rigide, mais il était suffisamment flexible pour s'adapter aux conditions locales. Certains vassaux devenaient très influents par eux-mêmes, tandis que d'autres restaient fermement sous le joug d'un seigneur puissant. Dans ce monde, la classe des chevaliers occupait une position unique. Ils étaient des combattants entraînés, mais ils servaient aussi d'administrateurs, de conseillers et de symboles d'autorité. Leur valeur ne se mesurait pas seulement en compétences au combat, elle incluait leur capacité à maintenir l'ordre, à médiatiser les conflits et à respecter les attentes sociales de loyauté et de service. Pour un jeune noble espérant devenir chevalier, cela signifiait apprendre plus que le maniement de l'épée. Cela signifiait comprendre leurs responsabilités au sein du réseau plus large des obligations féodales. Cette structure créa aussi un sens de responsabilité. Les seigneurs dépendaient de la loyauté de leurs chevaliers, et les chevaliers dépendaient de la sécurité et des ressources fournies par leurs seigneurs. Rompre un serment n'était pas seulement déshonorant. Cela pouvait signifier perdre des terres, une position, voire la vie. L'interdépendance du système donna naissance au code de conduite qui serait finalement formalisé comme la chevalerie. On peut voir comment les réformes de Charlemagne, qui mettaient l'accent sur une cavalerie disciplinée et loyale, étaient un premier reflet de ces mêmes principes, visant à créer des guerriers fiables dans une structure hiérarchique. Le féodalisme façonnait chaque aspect de la vie quotidienne, de la manière dont les impôts étaient collectés à la manière dont la justice était rendue. Le réseau de seigneurs, de vassaux et de chevaliers assurait que le pouvoir était organisé et exécutable. Ce n'était pas parfait, bien sûr. Les conflits entre seigneurs, les vassaux rebelles et les allégeances changeantes étaient courants. Mais le cadre offrait une stabilité dans un monde qui pouvait autrement être imprévisible, donnant naissance aux idéaux chevaleresques de loyauté, de service et de devoir. En comprenant le monde féodal, nous voyons que la chevalerie était plus que des combats et des tournois. C'était un rôle profondément ancré dans un système social qui exigeait discipline, loyauté et responsabilité. Les chevaliers étaient à la fois des guerriers et des éléments essentiels d'un réseau qui maintenait la société médiévale unie. Les serments qu'ils prêtaient et les services qu'ils rendaient n'étaient pas symboliques, ils étaient pratiques, essentiels et constituant des caractéristiques déterminantes de leur vie. Ainsi, en explorant l'ascension des chevaliers,
Il est important de se rappeler le contexte qui les a façonnés. Le féodalisme n'était pas seulement un décor, c'était le monde qui a créé le besoin de chevaliers, a exigé leur loyauté et a guidé les idéaux qui deviendraient plus tard centraux à la chevalerie. C'est une histoire d'interdépendance, de devoir et du pouvoir silencieux d'un système qui a permis à la société médiévale de fonctionner et a donné aux chevaliers leur place dans l'histoire. L'initiation commence. Page ou écuyer dans les maisons nobles. Devenir chevalier n'était pas quelque chose qui se produisait du jour au lendemain. C'était un processus de toute une vie qui commençait dans l'enfance, bien avant qu'un jeune noble ne tienne une épée au combat. Dans l'Europe médiévale, le chemin vers le chevalier commençait à la maison, dans les foyers des seigneurs et des dames, avec un système soigneusement structuré conçu pour préparer les garçons aux responsabilités de la guerre et du service. À l'âge de 7 ans, un garçon de noble naissance quittait généralement sa maison familiale pour devenir page dans le foyer d'un autre seigneur. Ce n'était pas simplement de la garde d'enfants, c'était une éducation précoce aux compétences, aux manières et aux attentes d'un futur chevalier. Les pages apprenaient les bases de l'équitation, de la maniement de l'épée et du tir à l'arc, mais ils absorbaient aussi des leçons sur l'étiquette, la musique et les devoirs de la cour. Ils polissaient non seulement leur armure, mais aussi leur compréhension de la loyauté, du respect et de la discipline. Servir à table, s'occuper des enfants du Seigneur et observer les routines quotidiennes faisaient tous partie de cette formation subtile qui façonnait le caractère autant que les compétences. En grandissant, vers 14 ans, les pages devenaient écuyers. Ce stade était beaucoup plus pratique et rigoureux. Les écuyers devenaient apprentis chevaliers, les suivant dans leur entraînement et, éventuellement, au combat. Ils polissaient l'armure de leur maître, entretenaient les armes et prenaient soin des chevaux, mais ils pratiquaient aussi quotidiennement des techniques de combat. Chaque coup d'épée, chaque exercice de combat monté visait à les préparer aux réalités de la guerre. La vie d'écuyer était exigeante et disciplinée, mais elle était aussi riche en enseignements sur le courage, la stratégie et l'éthique du chevalier. L'entraînement d'un écuyer n'était pas seulement physique. Il devait observer le comportement de son chevalier, comment il traitait ses alliés, ses ennemis et les plus vulnérables. La chevalerie s'apprenait par l'exemple. Un chevalier généreux, honorable et loyal enseignait ces valeurs simplement en les vivant. Les histoires d'écuyers qui partaient au combat aux côtés de leur maître et montraient du courage ou de la compassion seraient plus tard célébrées, montrant que la formation consistait autant à façonner le caractère qu'à renforcer la force. Tout au long de ce processus, l'éducation en armes et en manières allait de pair. Les écuyers apprenaient la stratégie, les règles de l'engagement et l'importance de planifier à l'avance. Ils pratiquaient les joutes et les tournois, qui n'étaient mis à pas simplement des jeux, ils étaient des simulations des conditions de bataille réelles, enseignant le courage, la précision et l'adaptabilité. De nombreux chevaliers célèbres, y compris ceux inspirés par les réformes de la cavalerie de Charlemagne, bénéficièrent de cette préparation structurée, entrant dans l'âge adulte prêts à servir à la fois le Seigneur et le royaume de manière efficace. Lorsque l'écuyer atteignait l'âge de 21 ans, il pouvait être considéré pour être fait chevalier, mais seulement s'il avait fait preuve de compétence, de loyauté et de jugement moral. La cérémonie elle-même était remplie de rituels, mettant l'accent non seulement sur la préparation au combat, mais aussi sur l'engagement envers les idéaux de la chevalerie. Être chevalier signifiait prendre des responsabilités bien au-delà du champ de bataille, protéger les faibles, défendre la justice et servir son Seigneur fidèlement. Le système des pages et des écuyers garantissait que la chevalerie n'était jamais accidentelle. C'était une cultivation soigneuse des compétences, du caractère et de la compréhension des structures sociales complexes qui définissaient l'Europe médiévale. À travers des années d'observation, de pratique et de mentorat, les jeunes nobles étaient transformés en chevaliers capables de naviguer, à la fois dans les périls de la guerre et les attentes de la société. Alors, lorsque vous pensez aux chevaliers, rappelez-vous que leur voyage a commencé bien avant qu'ils n'endossent leur brillante armure. Il a commencé par de petites étapes délibérées dans les maisons nobles, où des leçons sur la loyauté, les compétences et l'honneur ont lentement façonné les garçons en guerriers et en figures légendaires que nous connaissons aujourd'hui. C'était un processus qui exigeait de la patience, de la discipline et de l'accompagnement, posant les bases des idéaux de la chevalerie qui résonneraient à travers les âges. Le serment de chevalerie, rituel, armure et allégeance. Devenir chevalier n'était pas seulement une question de compétence à l'épée ou de force au combat, c'était une transformation,
une cérémonie marquant le moment où un jeune écuyer entrait dans une nouvelle vie de responsabilité, d'honneur et de service. C'était le point où des années d'entraînement en tant que page et écuyer culminaient en un engagement unique et puissant, et les rituels entourant la chevalerie rendirent clair que cela allait au-delà de la simple lutte. C'était un code, une vie et une identité. Le processus commençait généralement par une nuit de réflexion et de prière. La veille de leur adoubement, les écuyers passaient des heures dans une chapelle, agenouillés en silence, méditant sur les vertus qu'ils étaient censés défendre. Le courage, la loyauté et la justice n'étaient pas des idéaux abstraits. Ce étaient des promesses que chaque chevalier porterait dans chaque bataille et chaque interaction. Cette préparation spirituelle soulignait que la chevalerie n'était pas seulement une réussite physique, c'était un engagement moral et éthique. L'Église jouait un rôle important, bénissant la cérémonie et renforçant l'idée qu'un chevalier servait un but supérieur, à la fois envers son seigneur et envers la véritable puissance. Le matin de la cérémonie était rempli de rituels et de symbolismes. Les écuyers s'habillaient de vêtements fins, souvent des tuniques blanches ou rouges, symbolisant la pureté et le sacrifice. Leur armure, polie jusqu'à briller, représentait non seulement la protection, mais aussi le poids des responsabilités qu'ils étaient sur le point d'assumer. Chaque pièce de l'équipement, du aume au gantelet, avait une signification, rappelant aux chevaliers qu'avec le pouvoir venait la responsabilité. De nombreuses cérémonies incluaient l'adoubement lui-même, où un seigneur ou un chevalier senior frappait l'écuyer sur l'épaule avec une épée, le reconnaissant formellement comme chevalier. Ce simple geste était chargé de sens. C'était un transfert d'autorité, de confiance et d'attente. L'allégeance était au cœur de cette transformation. Les chevaliers prêtaient fidélité à leur seigneur, jurant de défendre ses terres, de servir dans ses armées et d'agir avec honneur en son nom. Mais le serment allait au-delà de la loyauté personnelle. Il incluait des responsabilités envers les faibles, l'Église et la communauté dans son ensemble. Un chevalier pouvait être appelé à médiatiser des disputes, protéger les paysans contre l'injustice ou faire respecter la loi locale. Ce double rôle, guerrier et gardien moral, distinguait les véritables chevaliers des simples soldats. Les cérémonies variaient selon les régions et les siècles, mais elles partageaient toutes le même message central. La chevalerie était une combinaison sacrée de compétences, de service et d'éthique. Souvent, les chevaliers participaient à une veillée d'armes, passant la nuit en contemplation silencieuse près de leur épée, renforçant ainsi le lien entre leur formation, leurs vœux et leur intégrité personnelle. Certaines cérémonies comprenaient un bain symbolique, représentant la purification, ou l'offrande d'une épée ou de éperon, soulignant la préparation et le statut. Chaque détail était conçu pour faire comprendre aux nouveaux chevaliers qu'il faisait désormais partie de quelque chose de plus grand que lui, une tradition qui remontait aux réformes de la cavalerie de Charlemagne et au-delà. Une fois le serment prononcé, le nouveau chevalier était pleinement reconnu dans sa communauté. Les tournois et les apparitions publiques célébraient leurs réalisations et leurs actions. Tant en temps de paix qu'en guerre, seraient mesurés par rapport aux idéaux qu'ils s'étaient engagés à défendre. L'honneur, le courage et la loyauté n'étaient plus des vertus abstraites, ce étaient des attentes quotidiennes. Violer ces promesses pouvait entraîner la honte, voire la perte de statut, montrant que le serment n'était pas un simple ornement cérémoniel, mais un engagement contraignant avec de véritables conséquences. En comprenant les rituels, l'armure et les allégeances liées à la chevalerie, nous voyons que devenir chevalier était bien plus qu'un choix de carrière. C'était une transformation délibérée du corps, de l'esprit et de l'âme. Le serment ancrait le chevalier dans un réseau d'obligations, d'idéaux et de responsabilités qui le guideraient tout au long de sa vie, le reliant à son seigneur et à l'héritage durable de la chevalerie. Armes et armures, du code de maille à la plastron complet. Au premier jour de la chevalerie, les outils d'un guerrier étaient simples mais essentiels. Les premiers chevaliers portèrent du code de maille, un maillage de cercles métalliques entrelacés, offrant flexibilité tout en protégeant contre les coupures et les coups de poignard. C'était lourd, encombrant, et pouvait prendre des heures à enfiler, mais c'était la meilleure protection disponible à l'époque. Chaque anneau racontait une histoire de praticité rencontrant l'ingéniosité. Les artisans passaient des jours à créer des armures capables de résister aux épées, aux flèches et aux lances occasionnelles. Les épées, elles aussi, étaient plus que de simples armes. L'épée d'un chevalier était un compagnon personnel, souvent transmise à travers les générations ou soigneusement offerte par un seigneur.
Elles étaient conçues pour à la fois l'attaque et la défense, équilibrées pour délivrer des frappes précises, tout en parant les coups des adversaires. Aux côtés des épées, les chevaliers portèrent des dagues, des lances et des masses, chaque arme choisie pour son utilité au combat. Une lance pouvait déloger un ennemi à cheval, tandis qu'une masse pouvait écraser une armure que les lames ne pouvaient pénétrer. Chaque arme avait un rôle, et les maîtriser toutes était une quête de toute une vie. L'armure évoluait à mesure que la guerre devenait plus sophistiquée. À l'époque médiévale haute, l'armure complète en plaques fit son apparition, transformant les chevaliers en figures presque impénétrables sur le champ de bataille. Ces armures couvrirent le corps de la tête aux pieds, composées de plaques d'acier superposées, permettant une mobilité étonnamment bonne malgré leur poids. Les artisans créèrent ces armures avec une habileté incroyable, façonnant chaque pièce pour s'adapter parfaitement au porteur. Le résultat était une combinaison de protection, d'intimidation et de statut. Un chevalier armuré n'était pas seulement en sécurité, il était un symbole de pouvoir et de prestige. Les casques, gantelets et boucliers n'étaient pas seulement pratiques, ils portaient aussi une identité. Les boucliers affichèrent souvent des symboles héraldiques, annonçant la famille, l'allégeance ou les accomplissements d'un chevalier. Les casques étaient là parfois décorés de crêtes ou de gravures, donnant à chaque chevalier une présence distincte. Même dans le chaos de la bataille, l'armure et les armes communiquèrent histoire et statut. Un chevalier bien armuré était immédiatement reconnaissable, et son équipement témoignait de son expérience, de sa loyauté et de sa richesse. L'entraînement avec ces outils était implacable. Les jeunes chevaliers s'entraînaient sans relâche pour manier des épées lourdes, monter en armure complète et coordonner des attaques avec des lances en combat monté. Les combats simulés, les batailles fictives et les tournois n'étaient pas seulement des divertissements, ils étaient essentiels pour préparer les chevaliers aux réalités de la guerre. Cette expérience pratique leur apprenait la précision, le timing et la résilience. Sans elle, même la meilleure armure ne pouvait sauver un chevalier mal entraîné. De manière intéressante, l'armure et les armes reflétaient aussi les changements technologiques et tactiques dans la guerre médiévale. À mesure que l'archerie s'améliorait, l'armure devenait plus robuste, et les plaques remplaçaient le code de maille dans de nombreux cas. Les lances évoluèrent pour le joute, les masses pour l'impact sur le champ de bataille, et les épées pour l'élégance et l'efficacité. Chaque avancée dans les armes ou l'armure façonnait la manière dont les chevaliers se battaient, se déplaçaient et même pensaient à la stratégie. Les réformes de Charlemagne des siècles plus tôt avaient mis l'accent sur la discipline et la compétence, et l'évolution de l'armure était une continuation naturelle du même principe. Une meilleure préparation menait à des guerriers plus efficaces et fiables. L'armure n'était pas seulement une question de survie, c'était une question d'identité et de tradition. Chaque pièce portait un symbolisme, un message sur la dévotion du chevalier envers son seigneur, sa bravoure et son adhésion aux idéaux de la chevalerie. Le tintement de l'acier, l'éclat de la plaque polie et l'équilibre minutieux de l'arme en main renforçaient tous le fait qu'être chevalier était autant une question d'apparence, d'honneur et de réputation que de combat. Les chevaliers devenaient des représentations vivantes de leur époque, disciplinés, bien équipés et profondément connectés à leur code. Leurs armes et armures nous disent de plus sur la façon dont ils se battaient. Elles révèlent comment la société valorisait la compétence, la loyauté et le statut. En observant un chevalier en grande tenue, il est clair que chaque pièce, des anneaux de cotte de maille à la plus fine des plaques, était une combinaison soigneusement pensée de praticité et de symbolisme, reflétant des siècles d'innovation et les attentes inébranlables placées sur ceux qui portèrent le titre. Les idéaux de la chevalerie, honneur, loyauté et conduite courtoise. Lorsque nous pensons aux chevaliers, il est facile d'imaginer des armures brillantes, des lances et des batailles. Mais le cœur de la chevalerie n'était pas seulement le combat, c'était un code, un ensemble de principes directeurs qui façonnaient chaque décision qu'un chevalier prenait. Les idéaux de la chevalerie, honneur, loyauté et conduite courtoise, étaient-ce plus que des concepts moraux? Ce étaient des pratiques vivantes, testées dans les interactions quotidiennes, sur le champ de bataille et dans les cours à travers l'Europe médiévale. Prenons Guillaume Marchal, souvent appelé le plus grand chevalier qui ait jamais existé. Sa vie illustre comment la loyauté et l'honneur étaient indissociables du succès. Marchal servit 4 rois d'Angleterre et fut digne de confiance à travers des décennies de turbulences politiques. Mais ce n'était pas seulement sa compétence au combat qui le rendait légendaire, c'était sa loyauté inébranlable et son jugement éthique.
Même dans des situations où le gain personnel aurait pu être tentant, les décisions de Marshall reflétaient la discipline, l'équité et le respect d'un code moral. Des chevaliers comme lui montrent que la loyauté n'était pas une vertu superficielle. C'était un ancrage pratique et éthique qui façonnait les actions et les réputations. L'honneur, le plus visible des idéaux de la chevalerie, gouvernait la réputation et la position sociale d'un chevalier. Bertrand du Guesclin, un chevalier français du XIVe siècle, devint célèbre non seulement pour ses victoires sur le champ de bataille, mais aussi pour son équité et son traitement éthique des prisonniers. Les chroniques le décrivent, épargnant les chevaliers ennemis qui se rendaient et imposant la discipline parmi ses troupes. Un tel comportement renforçait l'idée que la chevalerie ne concernait pas seulement la gloire personnelle. C'était un contrat social, une démonstration publique que la force et le courage étaient tempérés par la morale. Perdre son honneur pouvait être aussi dévastateur que perdre une bataille. Cela pouvait entraîner la perte du respect, des alliés et de l'influence politique. La conduite courtoise, quant à elle, façonnait le comportement de manière moins évidente mais tout aussi importante. Les chevaliers étaient censés interagir avec les nobles, leurs pairs et même leurs rivaux avec courtoisie et retenue. Ils apprenaient à naviguer dans les hiérarchies sociales, à négocier des différends et à garder leur calme sous pression. Lors des tournois, par exemple, les chevaliers étaient jugés non seulement sur leur habileté, mais aussi sur leur équité et leur respect des adversaires. Jean de Carouge, un chevalier français du XIVe siècle, est noté dans les archives pour avoir aidé ses compétiteurs tombés lors des tournois, démontrant que l'étiquette et l'intégrité étaient aussi essentielles que la prouesse. Ses compétences sociales assurèrent que la chevalerie influençait tous les aspects de la vie d'un chevalier, de la politique à la conduite quotidienne. La littérature renforçait ces idéaux. La chanson de Roland présente des chevaliers dont l'héroïsme est indissociable de la loyauté et de la responsabilité morale. Roland refuse de souffler dans sa trompe pour demander des renforts, jusqu'à ce qu'il soit presque trop tard, équilibrant fierté, courage et sens du devoir envers son seigneur et ses compagnons. De même, les romans arthuriens comme Sir Gawain et le Chevalier Vert explorent la tension entre le désir personnel et l'obligation éthique. Gawain fait face à des tests moraux qui remettent en question son honnêteté, son humilité et sa loyauté. Ces histoires offraient à la fois instruction et inspiration, montrant aux chevaliers que la véritable chevalerie exigeait du courage éthique ainsi que des compétences martiales. De petites histoires tirées des chroniques historiques mettent en lumière ces principes en action. Par exemple, les chevaliers étaient censés servir de médiateurs dans les communautés locales, protéger les non-combattants et défendre les vulnérables. Des tâches qui exigeaient jugement, patience et courage moral. Pendant les croisades, des chevaliers comme Godefroy ont su équilibrer la compétence militaire avec la protection des pèlerins et des civils, montrant que la loyauté et la conduite éthique étaient aussi essentielles en terre étrangère qu'à la maison. Même de petits gestes, comme aider un adversaire blessé ou maintenir l'honnêteté dans un tournoi, reflétèrent un engagement envers l'honneur et la confiance publique. La foi se croisait souvent avec les idéaux de la chevalerie. L'Église mettait l'accent sur la conduite morale, l'équité et la protection des innocents. Des ordres comme les Templiers et les Hospitaliers combinaient la prouesse martiale avec une obligation spirituelle, créant des exemples structurés de comportements chevaleresques. Les chevaliers de ces ordres devaient faire preuve de courage au combat tout en respectant leurs responsabilités éthiques et religieuses, renforçant l'interconnexion entre honneur, loyauté et conduite morale. La formation renforçait ces principes. Pages et écuyers apprenaient non seulement le maniement de l'épée et les tactiques, mais aussi l'étiquette, la négociation et le jugement éthique. Les tournois et les joutes fonctionnaient comme des environnements contrôlés où le courage, l'habileté et l'équité pouvaient être pratiqués sous observation. Le mentorat assurait que les jeunes chevaliers intégraient l'importance d'agir honorablement, équilibrant ambition personnelle avec responsabilité envers leur seigneur, leur famille et leur communauté. Les idéaux courtois s'étendaient aussi à l'amour et aux interactions sociales. Les chevaliers étaient censés démontrer courtoisie, retenue et loyauté dans leurs relations, en particulier avec les dames nobles. La combinaison de discipline martiale et sociale créait un modèle holistique de comportement. Un chevalier n'était pas simplement un guerrier, mais un modèle moral, un protecteur et un exemple de décorum. Même les échecs des chevaliers soulignent le poids de ces idéaux. Les chroniqueurs enregistraient souvent des comportements déshonorants, tricher dans les tournois, abuser des prisonniers ou briser des serments, et les conséquences sociales étaient sévères.
Ces exemples renforçaient l'importance de la conduite chevaleresque, illustrant que le courage seul n'était pas suffisant sans comportement éthique et loyauté. En fin de compte, les idéaux de la chevalerie façonnaient l'identité des chevaliers à tous les niveaux. L'honneur, la loyauté et la conduite courtoise gouvernaient leur manière d'agir au combat, dans les cours et dans la vie quotidienne. Des exemples historiques, comme Guillaume Marchal, Bertrand du Guesclin et Godefroy de Bouillon, montrent que ces principes étaient testés dans des situations à enjeux élevés et des contextes pratiques. La littérature, les tournois et le mentorat renforçaient ces idéaux, créant une culture où le courage éthique, la loyauté et la grâce sociale étaient indissociables des compétences martiales. En suivant les vies et les histoires des chevaliers, nous voyons que la chevalerie était un code vivant, un cadre qui guidait le comportement, définissait la réputation et liait la vertu personnelle au devoir public. Les chevaliers n'étaient pas seulement des guerriers, ils étaient des agents moraux, des gardiens de l'honneur et des exemples de courage éthique. L'héritage de ces idéaux continue d'inspirer, nous rappelant que la véritable force réside dans la combinaison de compétences, d'intégrité et de loyauté, des leçons aussi pertinentes aujourd'hui qu'elles l'étaient dans les cours et les champs de bataille de l'Europe médiévale. L'influence de l'Église, foi et chevalier spirituel. Dans l'Europe médiévale, le rôle d'un chevalier n'était pas mesuré uniquement par ses compétences sur le champ de bataille. Il était aussi défini par la foi. La religion façonnait la manière dont les chevaliers pensaient, combattaient et vivaient. L'Église ne bénissait pas seulement leurs épées, elle leur fournissait un cadre moral, enseignant que la force et le courage devaient être guidés par la conscience et la dévotion. Les chevaliers étaient des guerriers, certes, mais ils étaient aussi censés incarner une responsabilité spirituelle. Un exemple frappant vient des Templiers, un ordre militaire fondé au début du XIIe siècle. Ces chevaliers combinaient le combat avec un devoir religieux, protégeant les pèlerins voyageant vers la Terre Sainte, tout en respectant des vœux stricts de pauvreté, chasteté et obéissance. Leur vie quotidienne était un mélange de prières, d'études et d'entraînement militaire, une démonstration claire que la foi était aussi essentielle à la chevalerie que la maîtrise de l'épée. De même, les hospitaliers combinaient les soins médicaux avec le service militaire, défendant des territoires tout en soignant les malades, montrant que la mission spirituelle de la chevalerie allait au-delà de la guerre. Même les chevaliers individuels, en dehors de ces ordres, étaient façonnés par des idéaux religieux. Prenons Godefroy de Bouillon, un chef de la première croisade. Bien que l'histoire mette souvent l'accent sur son leadership militaire, ses contemporains louaient aussi sa dévotion et son sens du devoir envers les pèlerins chrétiens. Il incarnait comment un chevalier pouvait être une figure spirituelle, servant à la fois son seigneur et une autorité morale supérieure. Ces exemples de la vie réelle illustrent que l'influence de l'Église était aussi pratique que symbolique. Elle guidait le comportement, informait la loyauté et donnait un but aux actions d'un chevalier. L'observance religieuse imprégnait la routine quotidienne d'un chevalier. Les écuyers et les pages étaient instruits d'assister à la messe, d'observer les jours saints et d'offrir des prières avant et après le combat. La veille de leur adoubement, beaucoup passaient une nuit dans une chapelle, méditant sur leurs devoirs, contemplant les responsabilités morales qui accompagnaient leur formation martiale. L'acte de s'agenouiller devant un prêtre ou de prêter serment sur une relique sacrée renforçait l'idée que leur pouvoir portait des obligations éthiques, et non seulement de l'autorité ou du statut. La littérature de l'époque reflétait aussi cette dimension spirituelle. Des poèmes épiques comme la chanson de Roland dépeignent des chevaliers dont l'héroïsme est indissociable de leur foi. Le courage de Roland était alimenté par sa loyauté non seulement envers Charlemagne mais aussi envers la puissance suprême, montrant que la valeur sur le champ de bataille et la dévotion spirituelle étaient des idéaux liés. Ces histoires n'étaient pas simplement des divertissements. Elles renforcèrent les attentes placées sur les chevaliers réels, montrant au public ce qu'un guerrier vertueux et spirituellement engagé devait être. La foi influençait également la conduite pendant les campagnes et dans la gouvernance quotidienne. Les chevaliers étaient censés agir avec justice, intervenir pour prévenir les abus et protéger les vulnérables, reflétant les enseignements moraux de l'Église. Même pendant les conflits, certaines conventions, comme épargner les non-combattants ou respecter les propriétés ecclésiastiques, étaient enracinées dans des principes religieux. Bien que ces attentes ne soient pas toujours parfaitement suivies, elles façonnaient les décisions et guidaient le comportement, assurant que la chevalerie portait plus que la puissance physique. Elle exigeait une conscience éthique.
L'orientation de l'Église créait un ancrage moral et social pour la chevalerie. Elle connectait les chevaliers individuels à une communauté plus large de croyants, fournissant un cadre pour l'honneur, la loyauté et le service. Les chevaliers n'étaient là pas seulement des défenseurs de leurs seigneurs et territoires, mais aussi des gardiens de l'ordre moral et spirituel. Leurs épées et leurs armures pouvaient gagner des batailles, mais c'était la foi qui donnait un sens à leurs actions et aidait à définir l'héritage de la chevalerie. Comprendre le côté spirituel de la chevalerie nous rappelle que les chevaliers médiévaux étaient façonnés autant par des idéaux moraux et religieux que par l'entraînement militaire. Leur vie se déroulait à l'intersection du combat, du devoir et de la dévotion, un équilibre qui donna à la chevalerie sa profondeur et son influence durable. Les croisades, mettre la chevalerie à l'épreuve sur des terres étrangères. Les croisades n'étaient pas seulement des campagnes militaires, elles étaient des épreuves de la compétence, du courage et de l'intégrité morale des chevaliers. Ces derniers, qui s'étaient entraînés pendant des décennies dans l'art du combat, de l'éthique et du comportement courtois, se retrouvaient désormais face à des terres inconnues, des ennemis inconnus et d'immenses défis logistiques et moraux. Pour beaucoup, ces expéditions étaient le terrain de preuve ultime de la chevalerie, où les idéaux d'honneur, de loyauté et de foi étaient mis à l'épreuve comme jamais auparavant. Prenez Godefroy de Bouillon, l'un des chefs de la première croisade. Il était célébré non seulement pour sa compétence militaire, mais aussi pour son sens du devoir moral et spirituel. Les chroniques le décrivent, en train de protéger soigneusement les pèlerins chrétiens voyageant à travers des territoires dangereux et de négocier avec les populations locales pour éviter les bains de sang inutiles. Les actions de Godefroy montrent que le devoir chevaleresque allait au-delà du champ de bataille. Il exigeait courage, discernement et respect, tant pour les alliés que pour les innocents. Même en guerre, la conduite d'un chevalier pouvait lui valoir autant de respect que ses victoires. Les croisades ont également mis en lumière la relation entre la foi et la chevalerie. Nombreux étaient les chevaliers qui croyaient que leur cause était divinement approuvée, ce qui leur donnait un cadre moral pour guider leurs décisions dans des situations complexes. Des ordres militaires tels que les Templiers et les Hospitaliers incarnèrent ce double rôle. Les Templiers, par exemple, étaient une cavalerie d'élite qui défendait les pèlerins, fortifiait des châteaux et maintenait la discipline dans le chaos de la guerre. Leur stricte adhésion aux vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, combinée à leurs compétences au combat, faisait d'eux des exemples vivants de la manière dont la compétence martiale et la conduite éthique pouvaient coexister. Les Hospitaliers, quant à eux, combinaient les soins médicaux pour les malades avec la défense, démontrant que la compassion et le courage pouvaient coexister avec l'efficacité au combat. Même des exemples à plus petite échelle illustrent la pression de ces campagnes. Les chroniques racontent des chevaliers qui ont défendu des villes entières contre des raids, tout en négociant avec les dirigeants locaux pour protéger les civils. Ces petites histoires montrent que les idéaux chevaleresques, l'honneur, la loyauté et la protection des faibles n'étaient pas des concepts abstraits. Ce étaient des expériences vécues, testées chaque jour dans des situations imprévisibles et à hauts enjeux. L'échec d'agir de manière éthique pouvait nuire à la mission, blesser des alliés ou compromettre la réputation du chevalier, démontrant que la conduite était aussi importante que la victoire. La littérature et les chroniques de l'époque renforcèrent ces leçons. Les poèmes épiques, comme la chanson de Roland, étaient largement lus pendant les croisades. Le courage et la loyauté de Roland envers Charlemagne servirent de guide moral pour les chevaliers, illustrant l'importance de l'honneur même face à des adversités écrasantes. Les chroniques et les romans mettaient souvent en avant des moments où les chevaliers devaient prendre des décisions éthiques, montrant que la véritable chevalerie se mesurait non seulement à la force ou aux victoires, mais aux choix faits sous pression. L'entraînement tactique et l'expérience sur le champ de bataille se croisaient également pendant les croisades. Les chevaliers appliquaient les leçons apprises lors des tournois, coordonnaient les manœuvres de cavalerie et s'appuyaient sur une réflexion stratégique affinée au cours d'années d'éducation et de mentorat. Bertrand du Guesclin, un chevalier français plus tardif, adapta les tactiques de bataille aux conditions imprévues, utilisant des embuscades et la discipline pour vaincre des forces supérieures. Son succès montre comment l'éducation chevaleresque, l'entraînement aux armes, la stratégie et la prise de décision éthique préparaient les chevaliers à s'adapter et à exceller même dans des environnements étrangers et imprévisibles. La foi, la morale et la loyauté étaient constamment entrelacées. Les chevaliers étaient censés agir honorablement envers leurs alliés, faire preuve de clémence envers les prisonniers lorsque cela était possible,
et éviter de nuire aux non-combattants, des principes souvent renforcés par des orientations religieuses, les récits de chevaliers négociant des trêves pour protéger des villes ou traitant humainement les prisonniers ennemis montrent que les croisades étaient autant des terrains d'épreuve morale que militaires. Les idéaux de la chevalerie étaient constamment mis à l'épreuve face aux réalités de la guerre étrangère, faisant de ces campagnes les défis les plus intenses auxquels un chevalier pouvait être confronté. En fin de compte, les croisades ont mis à l'épreuve tous les aspects de la chevalerie. La force, la compétence et le courage comptaient, mais il en allait de même pour le discernement, la loyauté, la conduite éthique et la foi. Les chevaliers sont revenus de ces campagnes changés, ayant affronté les extrêmes du comportement humain, les dilemmes moraux complexes et les réalités imprévisibles de la guerre sur des terres étrangères. Ces expériences ont influencé les générations suivantes, façonnant la pratique de la chevalerie dans les tournois, la justice locale, les ordres militaires et la littérature. À travers les croisades, nous voyons que la chevalerie n'était pas un code statique, elle a été mise à l'épreuve, adaptée et prouvée en action. Les chevaliers ont appris que l'héroïsme nécessitait plus que des compétences avec les armes. Il exigeait du courage éthique, de la loyauté envers son seigneur et son peuple, et un engagement à protéger les faibles. Ces leçons ont perduré bien après que les bannières aient été abaissées, laissant un héritage qui reliait l'expérience du champ de bataille aux idéaux moraux et culturels, façonnant l'évolution de la chevalerie pour les siècles à venir. L'amour et les cours, chevaliers, dames et romances courtoises. La chevalerie n'était pas seulement une question de bataille et de loyauté envers les seigneurs. Elle portait également un code social complexe, notamment en ce qui concerne les questions du cœur. L'amour courtois, un concept qui a émergé en Europe médiévale, donnait aux chevaliers une manière d'exprimer leur admiration, leur dévouement et leur honneur envers les femmes nobles, créant un équilibre délicat entre les sentiments personnels, les attentes sociales et le devoir chevaleresque. Un des premiers exemples vient des histoires d'Aliénor d'Aquitaine, dont la cour au XIIe siècle est devenue un centre de poésie, de musique et des arts de l'amour. Les chevaliers et les troubadours y célébraient les idéaux de la dévotion raffinée. Ils composaient des poèmes, chantaient des chansons ou entreprenèrent de petites quêtes en l'honneur d'une dame, non pour gagner son affection d'une manière transactionnelle, mais pour démontrer la vertu, le courage et la retenue. Cette forme d'admiration était hautement ritualisée. Elle exigeait respect, subtilité et générosité. Le comportement d'un chevalier envers une dame reflétait son caractère général et, par extension, son adhésion aux idéaux chevaleresques. Les chevaliers historiques ont également démontré ces principes par leurs actions. William Marshall, par exemple, était connu non seulement pour sa compétence martiale, mais aussi pour son respect envers les femmes nobles, garantissant leur sécurité lors des sièges et des disputes. Ces actes étaient autant liés à la protection de l'ordre social qu'à l'expression de la vertu personnelle. De même, lors des tournois, les chevaliers consacraient parfois leur performance à une dame, laissant la compétence et l'honneur parler à la place des mots. Ces gestes renforcèrent le fait que la conduite courtoise s'étendait à tous les aspects de la vie, que ce soit en public, au combat ou lors des interactions privées. La littérature de l'époque a codifié ces pratiques. Les poèmes et les romances, comme Lancelot et Guenièvre ou Le Chevalier du Cygne, dépeignaient des chevaliers accomplissant des exploits extraordinaires motivés par la dévotion. Ces histoires soulignaient que le véritable amour nécessitait patience, respect et intégrité morale. Même lorsque les chevaliers étaient confrontés à la tentation ou au danger, ils étaient censés maintenir le décorum, agissant avec courage et courtoisie. Ces récits n'étaient pas simplement imaginatifs, ils guidaient les véritables chevaliers, offrant des exemples de la manière de concilier compétences martiales et raffinement social. L'amour courtois croisait également la loyauté. La dévotion d'un chevalier envers une dame reflétait sa loyauté envers son seigneur. Elle était disciplinée, respectueuse et liée par des règles tacites. Il pourrait entreprendre un voyage difficile, défendre l'honneur d'une dame ou composer des vers célébrant ses vertus. Autant d'actions démontrant sa capacité à agir avec dévouement et retenue. Ces comportements étaient des extensions du code chevaleresque, liant la romance aux mêmes attentes morales et éthiques appliquées en temps de guerre et de gouvernance. En même temps, l'amour courtois était structuré socialement. Il demeurait souvent idéalisé plutôt que consommé, créant un espace où l'admiration, la conduite éthique et l'expression artistique pouvaient prospérer. Les chevaliers auraient été censés faire preuve de retenue,
comprenant que leur comportement reflétait tant leur propre personne que le foyer qu'ils représentaient. Ces attentes subtiles renforçaient la hiérarchie sociale plus large tout en façonnant la conduite personnelle de la classe chevaleresque. En essence, l'amour et la cour étaient un autre terrain de pratique de la chevalerie. Les chevaliers apprenaient que la force sans raffinement, le courage sans courtoisie ou la loyauté sans respect étaient incomplets. Les actes de dévotion, qu'ils soient par la poésie, le service ou la protection, étaient autant une démonstration de caractère que la victoire sur un champ de bataille. Tournois et joutes, spectacles, compétences et réputation. Lorsque les gens pensent aux chevaliers médiévaux, les tournois et les joutes viennent souvent en premier à l'esprit. Ces événements étaient plus que du simple divertissement. Ce étaient des arènes soigneusement organisées où les chevaliers pouvaient démontrer leurs compétences, tester leurs stratégies et construire leur réputation. Ils étaient autant un terrain d'entraînement qu'un spectacle, préparant les chevaliers au champ de bataille tout en offrant des opportunités d'acquérir du prestige, de la reconnaissance sociale et des faveurs des seigneurs et des dames. La joute, qui était le cœur de la plupart des tournois, nécessitait précision, timing et courage. Les chevaliers se lançaient l'un contre l'autre à cheval, leurs lances visant à désarçonner leurs adversaires, tout en démontrant maîtrise et contrôle. Jean de Carouge, un chevalier français du XIVe siècle, est devenu célèbre pour ses victoires en tournoi, qui furent célébrées autant pour sa conduite équitable que pour ses compétences martiales. Contrairement aux batailles chaotiques, les tournois offraient un environnement contrôlé dans lequel les chevaliers pouvaient pratiquer leurs techniques et démontrer leur maîtrise tout en maintenant des normes éthiques, un reflet du code chevaleresque plus large. Les tournois étaient aussi essentiels pour le réseautage social. Les nobles, seigneurs et dames assistaient en spectateurs, et les chevaliers dédiaient souvent leurs performances à une noble dame ou à un mécène particulier. Ce n'était pas seulement pour la romance ou une faveur personnelle, c'était une manière de communiquer honneur, loyauté et raffinement. Un chevalier qui démontrait à la fois compétence et courtoisie pouvait acquérir une influence politique, sécuriser un patronage ou rehausser le prestige de sa famille. Perdre un concours ou se comporter de manière déshonorante, en revanche, pouvait nuire à la réputation pendant des années. En ce sens, les tournois étaient une forme précoce de monnaie sociale, liant la compétence martiale à l'intégrité personnelle et à la perception publique. Les archives historiques offrent des exemples fascinants des enjeux en jeu. À la fin du XIIIe siècle, le chevalier français Bertrand du Guesclin acquit une reconnaissance non seulement pour ses victoires en tournoi, mais aussi pour sa conduite lors de ceux-ci. Il traitait ses adversaires avec équité, aidait les compétiteurs tombés et maintenait son calme sous pression. Ces petites actions, bien que moins spectaculaires que les héroïsmes de champs de bataille, forgèrent une réputation qui plus tard l'aida à commander des troupes et à gagner la confiance des rois. La réputation, semble-t-il, se forgeait autant dans les tournois que sur le champ de bataille. Les tournois servaient aussi de terrain d'entraînement pour la stratégie et la tactique. Les chevaliers y pratiquaient des formations, des charges coordonnées et des manœuvres défensives. Ces exercices reflétèrent des scénarios de bataille, enseignant aux participants comment agir sous pression et s'adapter à des développements inattendus. Tout comme les réformes de la cavalerie de Charlemagne des siècles plus tôt, avaient mis l'accent sur la discipline et la coordination. Les tournois permettaient aux chevaliers d'affiner le travail d'équipe et la prise de décision dans un environnement contrôlé. Des mini-histoires racontant des chevaliers formant des alliances temporaires lors des mêlées, alliant compétence et perspicacité tactique pour déjouer leurs adversaires. Un précurseur subtil des stratégies utilisées dans la guerre réelle. La littérature de l'époque célébrait aussi les tournois. Dans les romans arthuriens, les chevaliers entraînent souvent dans des joutes pour démontrer leur bravoure, leur respect courtois ou leur valeur morale. Dans le Morte d'Arthur, le succès de Sir Lancelot dans les tournois signale à la fois son excellence martiale et sa conduite éthique. Ces récits enseignaient aux jeunes nobles que la compétence seule n'était pas suffisante. La conduite, l'honneur et l'adhésion au code chevaleresque comptaient tout autant. Les tournois devenaient ainsi à la fois des scènes réelles et littéraires, où les idéaux de la chevalerie étaient exécutés, observés et mémorisés. Au-delà de la compétence personnelle, les tournois renforçaient l'héraldique, la lignée et le symbolisme. Les chevaliers affichaient leurs armoiries sur leurs boucliers et bannières, annonçant leur lignée familiale, leurs alliances et leurs réalisations. Des mini-histoires décrivent des chevaliers dédiant leurs joutes à des dames,
portant leur symbole héraldique en hommage et compétissant pour démontrer à la fois l'excellence martiale et morale. Le succès n'était pas seulement mesuré par le fait de désarçonner un adversaire, mais aussi par la démonstration de courage, d'équité et de calme, une combinaison qui façonnait le statut social et politique. Même les dangers des tournois reflétaient des enjeux réels. Des blessures et même des morts survenaient, rappelant aux participants que la ligne entre spectacle et bataille pouvait être mince. Pourtant, ces risques soulignaient également la gravité avec laquelle les chevaliers abordaient les tournois. Ce n'étaient pas des démonstrations futiles, mais de véritables tests de compétence, de courage et de conduite éthique. Les leçons apprises sur ces terrains préparaient les chevaliers à l'imprévisibilité de la guerre, renforçant les valeurs de discipline, de loyauté et de pensée stratégique. En fin de compte, les tournois et les joutes étaient bien plus que du divertissement. C'étaient des arènes où la compétence, la stratégie, la conscience sociale et la conduite morale se croisaient. Les chevaliers se mettaient à l'épreuve, renforçaient les idéaux de la chevalerie et construisaient des réputations qui pouvaient façonner des carrières et des influences pendant des années. Ils étaient des laboratoires vivants pour le courage, l'honneur et l'action éthique, montrant que la chevalerie concernait autant le caractère et la réputation que la force ou la rapidité. À travers les tournois, nous voyons que la culture de la chevalerie s'étendait bien au-delà des champs de bataille. Chaque tilt, chaque manœuvre, chaque geste d'équité ou de courtoisie communiquait les valeurs de la chevalerie, courage, loyauté, compétence et honneur. Les tournois étaient à la fois un entraînement, un test et un théâtre, une illustration vivante de la manière dont les chevaliers vivaient, pratiquaient et préservaient les idéaux qui continuent de captiver notre imagination aujourd'hui. Chevaliers au-delà de la guerre, pacificateurs et justice locale. Lorsque la plupart des gens pensent aux chevaliers, la première image qui leur vient à l'esprit est celle des guerriers montés en armure étincelante, chargeant au combat. Mais le rôle d'un chevalier allait bien au-delà du champ de bataille. Les chevaliers médiévaux étaient censés maintenir la justice, préserver l'ordre social et agir comme pacificateurs au sein de leur communauté. Ils étaient formés non seulement pour combattre, mais aussi pour prendre des décisions, résoudre des conflits et protéger les vulnérables, des responsabilités aussi exigeantes que le combat, et parfois bien plus complexes. Les archives historiques montrent que les chevaliers intervenaient souvent dans les différends entre paysans, vassaux et nobles. William Marshall, largement considéré comme l'un des plus grands chevaliers du XIIe siècle, en est un exemple parfait. Au-delà de ses exploits sur le champ de bataille, Marshall était souvent appelé à arbitrer des conflits liés à la terre et aux héritages. Un incident enregistré impliquait un conflit tendu sur un héritage entre deux familles nobles. Au lieu de favoriser le prétendant le plus riche ou le plus puissant, Marshall écouta attentivement les deux parties, prit en compte la loi et les coutumes locales et négocia un règlement qui maintenait la paix tout en honorant la justice. Sa décision nécessitait de la patience, de la sagesse et du courage, les mêmes qualités que la formation médiévale lui avait inculquées depuis son enfance. Cela montre que la compétence d'un chevalier ne se mesurait pas seulement au combat, mais aussi à sa capacité à agir judicieusement et éthiquement dans des situations complexes. Les chevaliers servaient aussi de gardiens des communautés de manière pratique, lorsqu'ils étaient absents en raison de campagnes ou de devoirs politiques. Les chevaliers étaient responsables de l'application des lois locales, de la défense des villages contre les bandits et de la protection des paysans contre l'exploitation. Les chroniqueurs décrivent de nombreux incidents où des chevaliers sont intervenus pour empêcher des injustices ou rétablir l'ordre. Par exemple, pendant les guerres des barons anglais au XIIIe siècle, les chevaliers étaient souvent envoyés pour superviser des territoires, maintenir la paix entre les factions rivales et veiller à ce que les taxes et les devoirs soient collectés de manière juste. Dans ces rôles, la capacité d'un chevalier à combiner discipline, courage et jugement moral pouvait prévenir l'effusion de sang et renforcer la stabilité sociale. La littérature de l'époque met également en avant des chevaliers agissant en tant que pacificateurs. Dans la chanson de Roland, les chevaliers ne sont pas seulement des guerriers, mais aussi des protecteurs du peuple de leur seigneur et de l'ordre moral. L'engagement de Roland à défendre ses camarades et à honorer son devoir, même lorsqu'il fait face à des forces accablantes, reflète les attentes éthiques des chevaliers dans la vie réelle. De même, les romans arthuriens dépeignent fréquemment des chevaliers qui interviennent pour régler des différends, faire appliquer la justice et protéger les innocents.
Ces histoires renforçaient les normes sociales et fournissaient des modèles pour les jeunes nobles, montrant que les idéaux de courage, d'honneur et de loyauté s'appliquaient au-delà des champs de bataille et dans la gouvernance quotidienne. La foi jouait un rôle significatif dans la définition de ces responsabilités. De nombreux chevaliers étaient profondément influencés par l'Église, comprenant que leur pouvoir comportait des obligations éthiques. Des ordres comme les hospitaliers combinaient le service militaire à la protection des pèlerins et des populations locales. Même les chevaliers qui n'appartenaient pas à des ordres religieux étaient censés agir de manière à refléter les idéaux moraux et spirituels, garantissant que leur autorité était exercée de manière éthique. Des mini-récits dans les chroniques mettent en lumière des chevaliers qui ont refusé de punir inutilement des civils, protégé des biens d'église ou intervenu pour prévenir des abus, démontrant l'intégration de l'orientation spirituelle et de la responsabilité pratique. La formation que les chevaliers recevaient en tant que pages et écuyers était essentielle pour ces rôles. Des années de mentorat leur enseignaient non seulement le maniement de l'épée, mais aussi la patience, l'observation, la négociation et les conséquences des décisions morales et stratégiques. Les tournois et les joutes contribuaient également, permettant aux chevaliers de pratiquer le combat contrôlé et le comportement discipliné sous pression. Ces expériences équipaient les chevaliers pour appliquer des compétences similaires dans la pacification, coordonner des groupes, juger les situations avec soin et agir de manière décisive lorsque des conflits menaçaient de s'intensifier. Parfois, la pacification nécessitait un courage personnel similaire à des exploits héroïques sur le champ de bataille. Les chevaliers devaient parfois confronter des rebelles violents ou imposer des décisions impopulaires tout en maintenant respect et équité. Les récits historiques décrivent des chevaliers entrant dans des villages en guerre, se plaçant entre des factions armées et négociant des accords qui empêchaient de plus grands conflits. Dans ces moments-là, la réputation d'un chevalier pour son honneur et sa loyauté pouvait faire pencher la balance, car les communautés faisaient confiance à son jugement précisément parce qu'il était formé et lié par le code chevaleresque. Même de petits actes quotidiens reflétaient l'éthique chevaleresque. Un chevalier qui s'assurait que les paysans étaient traités équitablement par les collecteurs d'impôts ou qui intervenait dans des disputes entre marchands soutenait les principes de justice et de responsabilité qui définissaient son statut. Ces actions, bien que moins dramatiques que les exploits sur le champ de bataille, avaient souvent un impact à long terme plus grand, favorisant la stabilité, la confiance et la cohésion sociale. De nombreuses manières, les chevaliers étaient le tissu conjonctif qui maintenait ensemble la société féodale, équilibrant responsabilité militaire, sociale et morale. Les anecdotes littéraires et les chroniques soulignent également le pouvoir symbolique des chevaliers dans la pacification. Les paladins de Charlemagne, par exemple, étaient célébrés non seulement pour leurs exploits héroïques, mais aussi pour l'application de la justice et la protection des vulnérables dans des territoires éloignés. Ces histoires soulignent que la conduite éthique et le courage moral étaient tout aussi cruciaux pour la réputation d'un chevalier que ses compétences martiales. Les jeunes écuyers apprenaient que la capacité à maintenir la paix, à honorer des contrats et à agir de manière équitable reflétait la véritable excellence chevaleresque. La foi, la morale et le devoir social se mêlaient à la compétence martiale pour créer un idéal holistique. Les chevaliers étaient censés servir à la fois leur seigneur et leur communauté, tout en agissant comme des modèles moraux. Ce double rôle, celui du guerrier et du pacificateur, exigeait discernement, diplomatie et courage. Même lorsque leurs épées n'étaient pas dégainées, les chevaliers façonnaient leur monde, laissant un héritage qui influençait la loi, la gouvernance et les attentes sociales pour les générations à venir. En comprenant les chevaliers au-delà du champ de bataille, nous voyons que la chevalerie était plus que de l'entraînement ou du combat. C'était un cadre d'action éthique, de leadership et de responsabilité. Ces hommes étaient des mentors, des arbitres et des gardiens de la justice. Leur capacité à combiner courage, discipline et jugement moral assurait que la société fonctionnait plus harmonieusement, même en temps de turbulence. Les leçons qu'ils incarnaient résonnent encore aujourd'hui, nous rappelant que la véritable force réside non seulement dans la force, mais aussi dans le courage d'agir correctement, de protéger les vulnérables et de maintenir l'honneur chaque jour. Symboles de statut, héraldique, armoiries et bannières. Dans l'Europe médiévale, l'identité d'un chevalier n'était pas seulement définie par sa compétence à l'épée ou sa maîtrise du champ de bataille. Elle concernait aussi la visibilité, la reconnaissance et le symbolisme. L'héraldique, les armoiries
et les bannières constituaient un langage visuel qui exprimait la lignée, l'allégeance, les réalisations et parfois les vertus personnelles d'un chevalier. Il permettait de communiquer la réputation, la loyauté et le statut social en un coup d'œil, que ce soit sur le champ de bataille, lors des tournois ou à la cour. Prenons William Marshall, l'un des chevaliers les plus célébrés du XIIe siècle. Son blason n'était pas seulement décoratif, il représentait sa famille, ses victoires et ses services auprès de 4 rois anglais. Sur le champ de bataille ou lors des tournois, voir son emblème signalait non seulement la présence d'un guerrier, mais aussi celle d'une figure digne de confiance et honorable. Ses compagnons chevaliers savaient qu'ils pouvaient compter sur lui, tandis que ses adversaires comprenaient que sa réputation de justice et de compétence le précédait. Ainsi, l'héraldique fonctionnait à la fois comme un moyen d'identification et de monnaie sociale. Les bannières jouaient un rôle similaire dans la guerre. Elles n'étaient pas seulement ornementales, elles étaient des outils pratiques pour l'organisation et la communication. Lors des batailles, les bannières aidèrent les soldats à identifier leurs alliés et à coordonner leurs mouvements au milieu du chaos. Perdre une bannière pouvait être dévastateur, tant tactiquement que psychologiquement. Les chroniques des croisades décrivent des chevaliers se rassemblant autour de la bannière de leur seigneur pour maintenir une ligne ou pour contrer une attaque surprise. Ces bannières symbolisaient la loyauté, le courage et l'unité, renforçant l'idée que le rôle d'un chevalier n'était pas seulement lié à sa prouesse personnelle, mais aussi à son identité collective et au moral des troupes. L'héraldique reflétait aussi l'histoire familiale et les alliances. Les armoiries étaient soigneusement conçues, héritées et régulées. Elles comprenaient souvent des symboles représentant des victoires, des actes notables ou des allégeances. Des mini-histoires tirées des chroniques médiévales racontent des disputes concernant l'affichage correct des armes, montrant à quel point l'identité héraldique était prise au sérieux. Afficher les bons symboles pouvait assurer la faveur à la cour, affirmer la légitimité des revendications d'héritage, ou établir la réputation d'un chevalier parmi ses pairs. Les armoiries d'un chevalier étaient un enregistrement vivant de sa vie sociale et martiale. L'art et la littérature renforçaient ces symboles. Les tapisseries, les manuscrits enluminés et les peintures dépeignaient souvent des chevaliers, en tenue héraldique complète, accomplissant des exploits héroïques. Dans les romans arthuriens, les armoiries des chevaliers étaient écrites avec un soin minutieux, signalant non seulement l'identité, mais aussi les vertus et la lignée. Par exemple, l'emblème de Lancelot reflétait son statut noble et ses qualités héroïques, tandis que celles d'autres chevaliers étaient utilisées pour annoncer des épreuves de loyauté, d'honneur ou de courage. Ces indices visuels et littéraires aidèrent le public à associer des symboles à des qualités personnelles et morales, faisant de l'héraldique une déclaration éthique ainsi que sociale. Même lors des tournois, l'héraldique comptait. Les chevaliers affichaient leurs armoiries sur leurs boucliers, surcots et bannières, annonçant leur lignée, leurs alliances et leur réputation. Les dédicaces aux dames accompagnaient souvent ces affichages, liant l'imagerie héraldique à l'amour courtois et aux attentes sociales. Un chevalier bien décoré montrait non seulement des compétences martiales, mais aussi une conscience sociale, du décorum et du raffinement. Leur identité visuelle renforçait les leçons d'honneur et de loyauté cultivées à travers l'entraînement, les tournois et le mentorat. Les exemples historiques montrent aussi comment l'héraldique est devenue une partie de la stratégie politique. Lors de disputes féodales, afficher les bons couleurs et symboles pouvait prévenir des conflits, affirmer des revendications ou signaler une allégeance. Les paladins de Charlemagne, bien que précédant l'apogée de l'héraldique formelle, portèrent souvent des bannières et des insignes au combat, renforçant visuellement la loyauté et la coordination, des principes qui évoluèrent vers les systèmes héraldiques élaborés du Moyen-Âge tardif. En fin de compte, l'héraldique, les armoiries et les bannières étaient bien plus que de l'art ou de la mode. Elles étaient des outils de communication, des marqueurs de statut et des symboles de conduite éthique et de loyauté. Grâce à elles, les chevaliers reliaient leur identité personnelle à leur famille, leur seigneur et leur communauté sociale. Ils portèrent les histoires des actes passés, des alliances et des vertus, rappelant aux spectateurs que la réputation d'un chevalier allait au-delà de ses compétences, avec les armes pour inclure l'intégrité, l'honneur et le service. À travers l'héraldique, nous voyons que la chevalerie était un mélange vivant d'identité martiale, sociale et morale. Chaque symbole, couleur ou bannière transmettait des leçons de loyauté, de courage et de comportement éthique, préparant la scène pour les histoires, la littérature et la mémoire culturelle qui ont célébré les chevaliers
bien après que leurs épées aient été déposées. Littérature chevaleresque, légende, romance et l'idéal chevaleresque. Les chevaliers ne se contentaient pas de se battre, ils vivaient dans les histoires. Des premières chroniques médiévales aux romances élaborées, la littérature fut un moyen clé par lequel la chevalerie était célébrée, enseignée et préservée. Ces œuvres n'étaient pas de simples divertissements, elles façonnaient la manière dont les chevaliers étaient censés se comporter, inspirant des générations à maintenir le courage, la loyauté et l'honneur, tant sur le champ de bataille qu'en dehors. L'un des premiers et des plus influents ouvrages est la chanson de Roland. Roland, un chevalier à la cour de Charlemagne, fait preuve de courage, de loyauté et de sacrifice de soi face à des forces accablantes. Lors de la bataille du col de Roncevaux, il refuse de sonner de la corne pour appeler des renforts jusqu'au dernier moment possible, mettant l'honneur et le devoir au-dessus de sa propre sécurité. Cette histoire, bien qu'héroïque, offre aussi un modèle de comportement éthique et de fermeté, montrant aux jeunes chevaliers que la bravoure était indissociable de la responsabilité morale. Les romances ont étendu le concept de la chevalerie au-delà de la guerre. Les légendes arthuriens, telles que Sir Gawain et le Chevalier Vert et le Morte d'Arthur de Thomas Malory, mettaient l'accent sur des épreuves morales en plus des combats. L'incident de Gawain avec le Chevalier Vert, par exemple, met à l'épreuve son honnêteté, son humilité et sa loyauté. Ces histoires illustraient que l'être chevalier ne se résumait pas seulement à l'escrime, mais à l'autocontrôle, à l'équité et au respect des promesses. Elles enseignaient des leçons sur l'honneur et l'intégrité de manière à la fois mémorable et pertinente, faisant le pont entre les obligations réelles et les idéaux aspirants. Des figures historiques ont souvent inspiré ces modèles littéraires. William Marshall, un chevalier anglais renommé, était célébré non seulement pour son succès sur le champ de bataille, mais aussi pour son équité, sa loyauté et son leadership. Les chroniques le décrivent défendant les faibles, médiant des conflits et servant des rois successifs avec une dévotion sans faille. Sa vie ressemble presque à une romance. L'exemple réel de courage et d'honneur renforçait les idéaux présentés dans la littérature, montrant que le code chevaleresque n'était pas simplement théorique. Il pouvait guider l'action dans des situations complexes et à fort enjeu. La littérature chevaleresque reflétait aussi les dimensions morales et spirituelles de la chevalerie. De nombreuses histoires incorporaient l'Église, dépeignant les chevaliers comme des défenseurs de la foi et des protecteurs des innocents. Les Templiers et les Hospitaliers, par exemple, étaient admirés tant dans la pratique que dans les représentations littéraires pour avoir mêlé compétences militaires et dévotion. La littérature de l'époque mettait souvent en avant leur discipline, leur courage et leur responsabilité éthique, démontrant que les idéaux de la chevalerie étaient autant liés à la moralité qu'au combat. Les mini-histoires au sein de ces œuvres étaient mises particulièrement importantes. Les récits de chevaliers sauvant des otages, protégeant des pèlerins ou honorant des promesses féodales véhiculaient des leçons complexes dans de courtes narratives percutantes. Dans Amadi de Gaula, les aventures du héros combinent dévotion romantique, compétences martiales et prise de décision éthique, montrant comment les chevaliers naviguaient simultanément entre l'ambition personnelle, l'amour et le devoir. De telles narrations ont aidé à standardiser les attentes de comportement et d'honneur à travers les cours européennes. Même les tournois et les joutes, abordés dans les précédents sujets, sont reflétés dans la littérature. Les descriptions poétiques des compétitions mettaient en avant non seulement la compétence, mais aussi l'équité, le courage et le respect des adversaires. Les personnages qui trichaient ou agissaient de manière déshonorante faisaient souvent face à des conséquences, renforçant le fait que les idéaux chevaleresques s'appliquaient à chaque action, que ce soit en guerre, en amour ou en jeu. Les jeunes nobles lisant ces romances apprenaient ainsi que réputation, éthique et courage étaient indissociables de l'identité personnelle. De plus, la littérature préservait la mémoire culturelle. Les récits des paladins de Charlemagne, de Roland, de Lancelot et de Gawain assuraient que les vertus de loyauté, de courage et d'honneur perduraient au-delà de leur contexte historique. En lisant et en racontant ces histoires, le public médiéval et les générations suivantes gardèrent vivants les idéaux de la chevalerie, influençant les écrivains de la Renaissance, les poètes et finalement la littérature et les films modernes. En fin de compte, la littérature chevaleresque montre que l'idéal chevaleresque était autant imaginé qu'il était vécu. À travers des récits épiques, des romances et des chroniques, les chevaliers sont devenus des symboles de vertu, de courage et de responsabilité éthique.
Les exemples historiques comme William Marshall et Bertrand du Guesclin complétaient ces histoires, démontrant que la chevalerie était une pratique vécue autant qu'une narration. Ensemble, la littérature et les actes réels ont créé une riche tapisserie qui définissait ce que signifiait être chevalier, façonnant les valeurs et inspirant les comportements, bien après que le champ de bataille ait changé. La romantisation de la chevalerie dans l'Europe de la Renaissance. À la Renaissance, l'époque des chevaliers chargeant au combat était en grande partie révolue. La poudre à canon, les armées professionnelles et l'artillerie fortifiée avaient transformé la guerre, rendant le chevalier traditionnel moins central sur le champ de bataille. Pourtant, la chevalerie n'a pas disparu. Au contraire, elle a évolué, devenant une fascination culturelle, littéraire et artistique. Les chevaliers n'étaient plus définis uniquement par leur habileté au combat. Ils étaient célébrés comme des idéaux de vertu, d'honneur et de raffinement moral. Un exemple frappant est la cour d'Aliénor d'Aquitaine au XIIe siècle, qui inspira les écrivains de la Renaissance à romancer le comportement chevaleresque. Les nobles et les chevaliers étaient dépeints comme des parangons de courage et de courtoisie, accomplissant des exploits lors de tournois, tout en montrant dévouement, respect et grâce sociale. Ces idéaux ont persisté et ont été célébrés des siècles plus tard dans la littérature de la Renaissance, où les écrivains ont mélangé histoire et imagination pour préserver les dimensions morales et esthétiques de la chevalerie. La littérature est devenue un moyen majeur de cette romantisation. Les romans arthuriens ont connu une renaissance, mettant en avant les qualités morales et éthiques des chevaliers plutôt que leurs fonctions militaires. Le Morte d'Arthur de Sir Thomas Malory présentait des chevaliers, tels que Sir Lancelot et Sir Gawain, comme des figures dont la valeur était indissociable de l'honneur, de la courtoisie et de la loyauté. Ces récits mettaient en lumière les luttes personnelles, les choix éthiques et la dévotion à la fois envers le seigneur et la dame, offrant des modèles de conduite qui allaient au-delà des compétences martiales. Les jeunes nobles étaient encouragés à imiter ces vertus, marquant un changement de la formation pratique à la guerre vers l'éducation morale et sociale. Les chevaliers historiques eux-mêmes sont devenus des sujets d'admiration pour la Renaissance. William Marshall, dont la vie reliait le haut Moyen-Âge à l'imagination romantique précoce, a été célébré non seulement pour ses exploits martiaux, mais aussi pour son équité, sa loyauté et sa sagesse stratégique. Les chroniqueurs décrivaient comment il médiatisait des conflits, défendait les faibles et agissait de manière éthique même dans des situations politiquement complexes. Ces récits étaient trop fréquemment cités dans les textes de la Renaissance, montrant comment les exemples réels informaient la vision idéalisée de la chevalerie de l'époque. L'art visuel a également joué un rôle clé dans la formation des perceptions. Les peintures et les tapisseries représentaient des chevaliers en armure cérémonielle, participant à des joutes ou accomplissant des actes vertueux. Contrairement aux représentations pratiques des champs de bataille, ces œuvres mettaient l'accent sur l'élégance, le symbolisme et la stature morale. Par exemple, les tapisseries montrant des chevaliers sauvant des demoiselles ou défendant la justice illustraient la synthèse de l'habileté martiale et de la vertu. De telles représentations renforcèrent l'idée que le rôle du chevalier n'était pas seulement physique, mais aussi éthique et culturel, en accord avec la fascination de la Renaissance pour l'harmonie, le raffinement et la vie morale. Même en politique, les idéaux de la chevalerie étaient invoqués pour légitimer le pouvoir. Les monarques et les familles nobles se liaient souvent à des chevaliers légendaires ou à des ancêtres héroïques, utilisant l'héraldique, les bannières et la littérature pour affirmer à la fois leur statut social et leur autorité morale. La réputation des chevaliers devenait une monnaie culturelle, afficher des vertus chevaleresques renforçait la légitimité, tandis que ne pas y répondre pouvait ternir l'honneur d'une famille. Cette interaction entre la morale, le symbolisme et le pouvoir social alimentait davantage la romantisation de la chevalerie. Les penseurs de la Renaissance ont également mis l'accent sur l'éducation, en combinant les idéaux de comportement courtois, de discipline militaire et de conduite éthique. Les manuels et les traités instruisaient les jeunes nobles non seulement sur l'escrime, mais aussi sur la rhétorique, l'étiquette et le jugement moral. Cette approche holistique montre comment la chevalerie est passée de la domination sur le champ de bataille à un modèle d'excellence personnelle, combinant courage, sagesse et décorum. Elle a fait le lien entre les idéaux médiévaux de loyauté, d'honneur et de service, et l'accent humaniste sur le raffinement et la vertu. Il est intéressant de noter que la romantisation de la chevalerie a également influencé la littérature à travers l'Europe. Les poètes italiens, les romans français et les épopées espagnoles
ont incorporé des chevaliers aussi vertueux qu'ils étaient courageux. La série Amadis de Gola, largement lue pendant la Renaissance, mettait en scène des chevaliers dont la loyauté, la courtoisie et la dévotion étaient testées par des défis moraux et sociaux complexes. Ces histoires de renforcer l'idée que la chevalerie reposait sur l'intégrité personnelle et l'action éthique, autant que sur l'habileté martiale. En fin de compte, la Renaissance a préservé la chevalerie comme un idéal aspirant. Les chevaliers sont devenus des symboles de courage, d'honneur et de conduite éthique, célébrés dans la littérature, l'art et les rituels sociaux. Bien qu'ils ne soient plus au centre de la guerre, leurs valeurs ont continué à façonner les attentes morales, sociales et culturelles. Le chevalier romantisé a offert un pont entre la réalité médiévale et l'humanisme de la Renaissance, montrant comment les idéaux d'honneur, de loyauté et de vertu pouvaient perdurer même lorsque les nécessités pratiques du champ de bataille s'estompaient. En mêlant histoire, littérature et art, la Renaissance a transformé la chevalerie d'un code pratique en un modèle moral et culturel. Les chevaliers sont devenus des icônes de vertu, rappelant à la société que le courage et l'honneur sont des qualités intemporelles, et que l'héritage de la chevalerie peut inspirer le caractère, le comportement et l'imagination bien après que la dernière épée soit tombée. La chevalerie dans la culture moderne, littérature, films et idéaux. Même des siècles après les dernières batailles médiévales, l'influence des chevaliers et de la chevalerie continue de façonner notre conception de l'honneur, du courage et du comportement éthique. Les chevaliers ne montrent peut-être plus au combat, mais leurs idéaux, loyauté, honneur, courage et responsabilité perdurent dans la littérature, les films et même dans les actions réelles. Ce qui est fascinant, c'est la façon dont ces principes médiévaux ont été adaptés et célébrés à travers les siècles, montrant que la chevalerie n'est pas confinée au passé. Dans la littérature, les idéaux chevaleresques guident souvent les choix moraux des personnages. Prenons Le Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien. Le parcours d'Aragorn, du rôdeur au roi, reflète le chemin chevaleresque du courage, de la responsabilité et de la loyauté. Ses actions, protéger ses alliés, prendre des décisions éthiquement difficiles et privilégier le bien-être de son peuple, reflètent les mêmes valeurs défendues par des chevaliers comme William Marshall des siècles plus tôt. De même, Frodo Baggins, bien qu'il ne soit pas un guerrier au sens traditionnel, incarne la persévérance, le courage moral et la loyauté, montrant que l'essence de la chevalerie peut transcender le combat physique. Les films ont amplifié ces idées pour un public moderne. Dans Kingdom of Heaven, Balin d'Ibelin défend Jérusalem et protège les civils lors d'un siège, montrant que la vertu chevaleresque est inséparable de la responsabilité morale. Dans Excalibur, les chevaliers luttent avec la loyauté, l'honneur et la tentation personnelle, faisant écho aux dilemmes moraux rencontrés par des figures historiques comme Bertrand du Guesclin. Même dans les épopées fantastiques comme The Witcher ou The Last Kingdom, les codes historiques de la chevalerie sont fortement présents, dépeignant des chevaliers et des guerriers qui doivent équilibrer la compétence martiale avec des décisions éthiques. La chevalerie perdure aussi dans des exemples réels. Les efforts humanitaires reflètent souvent les valeurs chevaleresques modernes. Sir Nicholas Winton, qui a sauvé des centaines d'enfants de la Tchécoslovaquie occupée par les nazis, a incarné le courage, la loyauté et la protection des vulnérables. De même, le leadership calme du capitaine Chesley Sully Sullenberger, lors du miracle sur le Hudson, a démontré la responsabilité, le jugement rapide et la préoccupation pour la sécurité des autres, les mêmes qualités que les chevaliers médiévaux cultivèrent dans leur formation et leur combat. Les organisations humanitaires modernes, les équipes de secours en cas de catastrophe et les travailleurs de sauvetage agissent comme les homologues contemporains des chevaliers, incarnant le service et le courage moral. Les sports et les arènes compétitives offrent d'autres échos modernes des idéaux chevaleresques. Les athlètes qui montrent un jeu équitable, de la loyauté envers leurs coéquipiers et du courage sous pression, comme Marcus Rashford qui a fait campagne pour les repas scolaires gratuits, ou Serena Williams qui a montré de la résilience et du respect lors de tournois internationaux, reflètent les dimensions éthiques et sociales de la chevalerie médiévale. Même dans les contextes militaires modernes, les officiers et soldats disciplinés qui privilégient l'intégrité, la pensée stratégique et la protection des civils reflètent les principes qui guidaient les chevaliers dans la guerre et la gouvernance. La culture moderne continue également d'emprunter des symboles et des rituels médiévaux. Les romans fantastiques, les films et les jeux incorporent fréquemment l'héraldique, les bannières et les codes cérémoniels,
reliant les spectateurs aux racines historiques de la chevalerie. Par exemple, dans A Song of Ice and Fire de George R.R. Martin, les chevaliers prêtent des serments, affichent des armoiries et font face à des défis moraux qui reflètent à la fois la pratique historique et l'imagination littéraire. Ces références renforcent subtilement les leçons de loyauté, d'honneur et de stratégie, des principes qui étaient essentiels dans les tournois, le service féodal et des ordres comme les Templiers ou les Hospitaliers. Même dans la vie quotidienne, l'influence de la chevalerie est visible. Les actes de mentorat, le leadership dans les communautés, la prise de décision éthique dans les contextes professionnels et la protection désintéressée des autres sont des manifestations modernes des idéaux chevaleresques. Ces exemples montrent que la chevalerie n'est pas juste une curiosité historique, c'est un cadre de conduite morale et éthique, adaptable à travers le temps et les circonstances. En suivant le parcours des pages et des écuyers médiévaux jusqu'aux héros modernes de la littérature, du cinéma et de la vie réelle, nous voyons que la chevalerie est à la fois durable et en évolution. Elle nous enseigne que le courage, la loyauté et la responsabilité éthique restent pertinents, que ce soit sur le champ de bataille, dans le service public ou dans les choix que nous faisons au quotidien. L'héritage du chevalier n'est pas défini par l'armure ou les lances, mais par des actions guidées par des principes, un idéal qui continue de nous inspirer et de nous défier aujourd'hui. Dans la culture moderne, la chevalerie perdure comme une source d'inspiration et de normes, façonnant les récits, les comportements et les valeurs. Bien que les épées aient été remplacées par des stylos, des politiques ou du courage quotidien, les principes restent intemporels, prouvant que l'étau du chevalier médiéval continue d'influencer nos histoires, nos héros et la manière dont nous nous efforçons d'agir avec honneur dans le monde. Leçon de la chevalerie. Honneur, devoir et héritage aujourd'hui. Bien que les chevaliers ne montent plus au combat, les valeurs qu'ils incarnaient, honneur, devoir, courage et loyauté, restent frappantes de pertinence. La chevalerie n'a jamais été qu'un idéal médiéval. C'était un guide pour vivre de manière responsable, en équilibrant ambition personnelle et action éthique. Et aujourd'hui, nous voyons des échos de ces principes dans des personnes et des événements qui façonnent silencieusement, mais profondément, le monde qui nous entoure. Considérons Sir Nicholas Winton, qui à la fin des années 1930 a organisé le sauvetage de 669 enfants de la Tchécoslovaquie occupée par les nazis. Winton n'a pas brandi d'épée ni commandé d'armée, mais ses actions incarnèrent les idéaux chevaleresques de courage, de loyauté et de protection des vulnérables. Comme un chevalier défendant l'honneur de son seigneur ou un village menacé, Winton a risqué des obstacles bureaucratiques, sa sécurité personnelle et son propre temps pour assurer la survie d'autrui. Pendant des décennies, ses actions sont restées largement inconnues, une illustration que le véritable honneur nécessite souvent de l'altruisme sans attente de reconnaissance. Dans un autre domaine, le capitaine Chesley Sully Sullenberger, qui a posé un avion de ligne en toute sécurité sur le fleuve Hudson en 2009, a démontré la chevalerie moderne en action. Avec 155 passagers à bord, Sully s'est appuyé sur un jugement calme, une formation et une responsabilité inébranlables, des qualités que les chevaliers médiévaux apprenaient au cours de leurs années de formation rigoureuse en tant que pages et écuyers. Ces décisions reflètent un aspect intemporel du devoir chevaleresque. Protégez ceux qui vous sont confiés, même lorsque les circonstances sont désastreuses. Au-delà des individus, des organisations et des groupes reflètent parfois des valeurs chevaleresques. La Gendarmerie royale du Canada ou des services disciplinés similaires à travers le monde sont des homologues modernes des ordres de chevalerie chargés de maintenir la justice, de défendre les vulnérables et de préserver la confiance publique. Leurs devises et codes de conduite résonnent avec l'accent médiéval sur la loyauté, l'honneur et la responsabilité éthique. Même les équipes de secours bénévoles, les travailleurs humanitaires et les organisations de secours incarnent ces principes, risquant leur confort personnel pour servir et protéger les autres. Les arènes sportives offrent également des exemples contemporains. Prenons Marcus Rashford, le footballeur anglais qui a fait campagne pour fournir des repas scolaires gratuits aux enfants pendant la pandémie de Covid-19. Bien qu'il ne brandisse pas d'épée, il a démontré du courage et de la loyauté envers une cause plus grande que lui, tout comme les chevaliers prônaient la justice et la protection dans leur communauté. De même, des athlètes historiques comme Jackie Robinson ont risqué des dangers personnels pour défendre les principes d'égalité et de justice.
montrant du courage moral dans une société résistante au changement, un reflet moderne de l'honneur chevaleresque et de la responsabilité éthique. La littérature et les médias continuent de préserver ces leçons. Des personnages comme Aragorn dans Le Seigneur des Anneaux ou Jon Snow dans Game of Thrones naviguent à travers des dilemmes moraux, protègent les vulnérables et mènent avec courage, en parallèle avec les vertus de figures historiques comme William Marshall ou Bertrand du Guesclin. Même dans la fiction quotidienne, les protagonistes qui agissent de manière désintéressée ou respectent des normes éthiques reflètent les idéaux chevaleresques adaptés aux sensibilités modernes. De petits actes personnels peuvent aussi être profondément chevaleresques. Un enseignant qui défend un élève en difficulté, un médecin qui fait du bénévolat dans des zones de conflit, ou un voisin qui protège les personnes âgées sont tous des exemples modernes de chevaliers dans l'esprit. Ces actions reflètent sur la responsabilité historique que les chevaliers portaient au-delà du champ de bataille, protéger les communautés, médiatiser les différends et agir avec intégrité, même lorsque personne ne regarde. Le parcours des guerriers montés médiévaux aux héros modernes de la culture démontre que la chevalerie est avant tout une question de caractère. L'entraînement, les serments, les tournois et le service sur le champ de bataille étaient autant de méthodes pour cultiver des vertus qui allaient bien au-delà du combat. Aujourd'hui, ces mêmes vertus, le courage sous pression, la loyauté envers les autres, la prise de décision éthique et la protection des vulnérables, continuent d'inspirer le leadership, le service communautaire et la conduite personnelle. La chevalerie nous enseigne que l'héritage ne se mesure pas par le pouvoir, les possessions ou la gloire. Il se mesure par la constance avec laquelle on défend des principes, protège ceux qui ne peuvent pas se défendre et agit honorablement sous pression. Des figures historiques comme William Marshall aux héros modernes comme Nicholas Winton, le capitaine Sully ou Marcus Rashford, nous voyons que l'esprit de la chevalerie perdure, façonnant silencieusement nos histoires, nos valeurs et notre manière de surmonter les défis. Dans un monde qui a changé de manière spectaculaire depuis l'époque médiévale, l'essence de la chevalerie reste un phare, courage guidé par l'éthique, force équilibrée par la responsabilité et loyauté envers des causes plus grandes que soi. Ces leçons continuent d'influencer les dirigeants, les communautés et les individus, nous rappelant qu'en dépit du silence des épées, les idéaux qu'elles symbolisaient sont vivants dans chaque acte d'honneur et de devoir aujourd'hui. À la fin de notre voyage à travers les chevaliers et la chevalerie, prenez un instant pour laisser ces histoires d'honneur et de courage se poser tranquillement dans votre esprit. Si un récit ou un chevalier vous a particulièrement marqué, laissez un commentaire ci-dessous. Nous serions ravis de connaître vos impressions. Et si vous souhaitez continuer à voyager à travers l'histoire avec nous, appuyez sur s'abonner et sur l'icône de la cloche, afin que la prochaine aventure vienne à vous. Merci d'avoir écouté et que le calme de ces récits médiévaux reste avec vous.